Bonsoir à toutes et à tous. Donc on est très heureux d'accueillir Lou et Ed Darsan ce soir chez Caribs. Ça me fait très plaisir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas accueilli comme libraire d'un soir en fait des blogueurs. Et si on l'a fait ce soir, c'est parce que c'est pas n'importe quel blogueur. Enfin, très honnêtement, je pense que c'est parmi les plus belles plumes de la toile. Tous les deux, ce qui est assez incroyable. Et chacun à leur manière. Ils écrivent en fait quand ils parlent de livres, enfin, quand ils écrivent sur des livres. On est dans ce qui se rapproche le plus d'œuvres d'écrivains en fait à propos de livres. Il y a peu de gens qui sont capables de faire ça. Il y a Claro évidemment, le cannibale lecteur. Mais il y a très peu de gens qui ont cette qualité en fait d'écriture à propos des livres des autres. Et donc on avait très envie de voir ce que ça allait donner par oral. Et donc voilà, et c'est à vous en fait. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci, merci à Anaïs, à Marianne, à la librairie Caribe de nous accueillir ce soir. Merci d'être venus à tous. Et donc ça nous fait très plaisir d'être ici évidemment. Il a fallu qu'on soit un peu plus loin de Paris pour découvrir Caribe, l'immense travail qui se fait ici, quoi. Et ça nous fait d'autant plus plaisir qu'on a été libraire, comme une partie d'entre vous le savent, et qu'on s'est rencontrés en librairie, donc ce qui est aussi important. Et donc voilà, donc on va vous parler de livres évidemment, avec lesquels vous allez repartir en partie, on espère. et, euh, et donc on va aussi vous parler évidemment de nous, parce qu'on est là, mais de poésie, de politique, d'édition indépendante. Voilà, c'est vrai qu'on a essayé de choisir, on a choisi 4 livres chacun, et vraiment, c'était important pour nous de prendre que des livres publiés chez des éditeurs indépendants, parce que c'est aussi un peu ce qu'on veut défendre à travers nos blogs, l'édition indépendante, au-delà des écrivains et leurs œuvres et de tout leur travail, vraiment de porter aussi le travail d'éditeurs qui sont des fois moins visibles en librairie, mais qui font un super boulot. Voilà. Et accessoirement, on a essayé de prendre autant de femmes que d'hommes. Alors, on n'a pas tout à fait réussi. On en a 3 sur 8. Donc, déjà, c'est pas mal. On est content. Désolé. Ouais, désolé. Eric a pêché. Il a pris moins de femmes. Mais une qui en vaut beaucoup. Peut-être tu veux commencer. Ouais. On va commencer du coup par une femme, par Allen Ginsberg, donc avec Howl, donc qui est en fait un ouvrage en fait, qui me plaît beaucoup, qui est le premier livre en fait que Lou m'a conseillé, m'a offert. Et c'est également aussi un livre clé en fait pour comprendre, pour aimer aussi la Beat Generation. Donc en fait, aussi bien dans la forme que dans le fond, dans la mesure où en fait on retrouve évidemment le rythme beat, donc la manière d'écrire qui repose beaucoup sur l'ellipse, sur une espèce de forme syncopée. Donc ça va parfois très vite, très lentement, mais il y a surtout la ponctuation full camp, clairement. Et l'idée, c'est pas tellement de saisir le sens, de comprendre le sens, plutôt en fait de le ressentir, donc à travers le son. Alors là, du coup, ça pose deux petits problèmes qui sont aussi là des qualités, mais en l'occurrence, ça a des problèmes qui sont que je parle très mal anglais. Donc on a une version bilingue qui est la seule traduction existante, en fait, malheureusement aussi, qui est un autre problème parce qu'elle n'est pas très très bonne. Donc s'il y a des éditeurs dans la salle voilà, qui veulent faire sur ce livre-là un boulot d'édition déjà plus conséquent, parce que la photo de Ginsberg est géniale, mais voilà, on en reste là au niveau du travail d'édition. Il y a quand même une petite préface. Il y a une postface qui est très intéressante par contre sur la gravure sur disque en fait du poème, puisqu'en fait on est sur Hall qui est un poème en 3 parties qui va vraiment démonter toute l'absurdité de la guerre, de la société de consommation américaine, toutes les valeurs en fait, toutes les fausses valeurs qui sont prônées à l'époque, puisqu'on est en plein macartisme, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et c'est ça que va dénoncer la Beat Generation. Et donc voilà, donc du coup la traduction, bon, la sonorité rend moins évidemment en français. La traduction, il y a des erreurs parfois qui sont peut-être parce que la traduction est datée, qui viennent peut-être de là. Du genre hipster est traduit par initié, donc il y a des choses comme ça. Mode, c'est devenu un momo, alors que bon, on traduirait plutôt par bum, pardon, Ouais, qui veut dire bum, clochard est qui traduit veut par dire Momo, c'est clochard un est traduit peu par momo. daté. Ah oui, oula. Donc Ouais. voilà, il y a des choses quand même à revoir. Mais au-delà de ça, c'est un texte magnifique dont j'espère quand même pouvoir rendre la substantifique moelle par quelques lectures. Voilà.
Donc c'est un livre vraiment que j'aime beaucoup, je vous conseille, et donc qui vraiment, je disais la forme et le fond. Le fond parce qu'en fait, dans ce poème, Hall, Ginsberg va vraiment reprendre toutes les anecdotes, plus que des anecdotes, les grands passages des aventures, entre guillemets, de Burroughs, de Kerouac, de lui-même, jusqu'à Tanger. Et donc, en fait, c'est une espèce de, on va dire, tombeau presque de la Beat Generation. C'est un cri du cœur, Et quoi. c'est un cri du cœur aussi. Mm. Et vraiment qu'il faut Vraiment un cri, ressentir, ouais. quoi. Voilà. Hall. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche d'une furieuse piqûre, initiés à tête d'ange brûlant pour la liaison céleste ancienne, avec la dynamo étoilée dans la mécanique nocturne, qui, pauvreté et haillons, et œil creux, et défoncés, restèrent debout, en fumant dans l'obscurité surnaturelle des chambres bon marché, flottant par-dessus le sommet des villes en contemplant du jazz, qui ont mis à nu leur cerveau aux cieux sous le métro aérien et vu des anges d'islam titubants illuminés sur les toits et les taudis, qui ont passé à travers des universités avec des yeux radieux, froids, hallucinant l'Arkansas et des tragédies à la Blake parmi les érudits de la guerre, qui ont été expulsés des académies pour folie et pour publication d'odes obscènes sur les fenêtres du crâne, qui se sont blottis en sous-vêtements dans des chambres, parasés, brûlant leur argent dans des corbeilles à papier et écoutant la terreur à travers les murs, qui furent arrêtés dans leur barbe pubienne en revenant de Laredo avec une ceinture de marijuana pour New York, qui mangèrent du feu dans des hôtels à peinture ou burent de la térébenthine dans Paradise Alley. La mort ou leur torse purgatoiré nuit après nuit, avec des rêves, avec de la drogue, avec des cauchemars qui marchent, avec l'alcool, la queue, les baisettes sans fin, incomparable ruse aveugle de nuages frémissants et d'éclairs dans l'esprit bondissant vers les pôles du Canada et de Patterson, illuminant tout le monde immobile du temps intervalle. Aurore de jardinet, arbres verts, cimetières, ivresse de vin par-dessus les toits, banlieue de vitrines, de magasins, de fumeurs de hashish, de balades en auto, défoncés, néons, feux rouges, clignotants, vibrations de soleil et lune, et arbres dans rugissant crépuscule d'hiver de Brooklyn, imprécations de poubelles et aimables souveraines lumière de l'esprit, qui parlèrent sans discontinuer pendant 70 heures du parc à la Piole, au bar, à l'asile, au musée, au pont de Brooklyn. Un bataillon perdu de platoniques maniaques du dialogue, sautant les pentes en bas des escaliers de secours, en bas des rebords de fenêtres, en bas de l'Empire State Building, hors la lune. Blablateurs hurlant, vomissant, murmurant des faits, des souvenirs, des anecdotes, des orgasmes visuels et des traumatismes, des hôpitaux et des prisons et des guerres. Qui flânèrent affamés et tout seuls dans Houston, cherchant du jazz, sexe, soupe, suivirent l'espagnol brillant pour converser au sujet de l'Amérique et de l'éternité, tâche sans espoir, et ainsi embarquèrent pour l'Afrique. Et qui traversèrent donc en courant les rues glacées, obsédés par l'éclair brusque de l'alchimie, de l'usage de l'ellipse, le catalogue, le mètre et le plan vibratoire. Un autre petit texte, un peu différent, puisqu'en fait c'est un recueil qui contient 13 poèmes, dont Hall, dont je vous ai lu une partie, qui est en 3 parties, et donc tous les autres. Et là, on est sur un supermarché en Californie. Évidemment, on ne va pas vraiment parler de supermarché, en même temps si. Quelle pensée j'ai de toi ce soir, Walt Whitman, car j'ai descendu les petites rues sous les arbres avec un mal de tête, et conscient de moi en regardant la pleine lune. Dans ma fatigue affamée, et faisant en plaide d'images, je suis entré au supermarché fruits néons, rêvant de tes énumérations. Quelle pêche et quelle pénombre! Des familles entières faisant leurs courses la nuit, des rayons pleins de maris, des épouses dans les avocats, des bébés dans les tomates. Et toi, Garcia Lorca, que faisais-tu près des pastèques? Je t'ai vu, Walt Whitman, sans enfant, vieux bouffeur solitaire, fouinant parmi les viandes dans le congélateur et ziotant les garçons épiciers. Je t'ai entendu questionner chacun d'eux. Qui a tué les côtes de porc? À quel prix les bananes? Es-tu mon ange? Je suis entré, sorti des piles brillantes de boîtes de conserve te suivant, et suivi en mon imagination par le détective du magasin. Nous avons arpenté les travées ouvertes unies dans notre fantaisie solitaire, goûtant aux artichauts, possédant tous les mets surgelés, sans jamais passer à la caisse. Où allons-nous, Walt Whitman? Les portes ferment dans 1 heure. De quel côté ta barbe pointe-t-elle ce soir? Je touche ton livre et rêve de notre odyssée dans le supermarché. Il me trouve absurde. Marcherons-nous toute la nuit, par les rues solitaires? Les arbres ajoutent de l'ombre à l'ombre. Les lumières s'éteignent aux maisons. On va être esselés tous les deux. Flânerons-nous, rêvant de l'Amérique perdue, de l'amour le long des automobiles bleues, aux entrées des garages, rentrant à notre cottage silencieux?
Ah, cher père, barbe grise, vieux maître courage solitaire, quelle Amérique as-tu eu quand Charon s'arrêta de pousser la perche de son bac et que tu descendis sur un rivage fumant et resta planté à regarder le bateau disparaître sur les eaux noires du l'été. En anglais? Ah, je suis très très mauvais, tu saurais? Ouais, est-ce que si quelqu'un parle bien anglais, Ouais. Ah. Sophie, Je peux. tu peux? Ah Enfin, ça je serait sais pas, cool, je parce vais que t'as On a deux. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the narrow streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo. In the machinery of night, who poetry in tatters and hollow-eyed and high sat-up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz. Oui. Ça y est, j'ai fait un petit sprint là. Voilà, bah je sais pas, ça suffit. Ouais, C'est déjà bien. ouais, c'est cool. Ouais, c'est un Voilà, aperçu. bah, c'est pas mal. Ouais, J'avoue que moi j'avais lu à l'époque effectivement Kerouac en anglais quand j'étais en Angleterre et c'est vrai que c'est une écriture ouais ça respire pas, voilà, c'est complètement à fond. Ouais. Mais En c'est même, chouette. en même temps, quand tu l'entends lire, on trouve facilement sur YouTube des enregistrements de Ginsberg qui lit Hall, et il lit super doucement, quand on était Ah ouais tous les deux persuadés que c'était assez saccadé, que ça allait très vite, et en fait, pas du tout, quoi. Du coup, mais en fait, on l'entend pas comme on le dit. Ouais, c'est ça, il était peut-être un peu défoncé quand il lisait. Ouais, après, il y a ça aussi, c'est que Hall a été écrit en fait vraiment pour être lu. Et écrit sous influence, ouais. Et il a été écrit pour être lu, et c'est à la fin en fait de la lecture publique que en fait l'éditeur est venu le voir en disant, Ah d'accord. en demandant à le publier. Il a d'abord été d'ailleurs interdit pour le censurer. L'éditeur est parti en tôle. Il a été finalement, il est ressorti, le bouquin aussi, et c'était le succès qu'on connaît. Kerouac qui était là le même jour, en fait, il a refusé lui de lire sous prétexte qu'il n'aimait pas les lectures publiques. En fait, il y a une autre version, c'est qu'il était effectivement sous influence aussi. Ce jour-là. Donc voilà. C'est sorti quand ça déjà? C'est sorti en 56. Voilà. Il y a un truc rigolo, c'est qu'il fait référence à Lorca et que Lorca a écrit un poème à Walt Whitman aussi, qu'on trouve dans la Désillusion du monde, la traduction aux éditions de Différence. Et c'est un des plus magnifiques poèmes de Lorca et un des plus méconnus. Ah, c'est C'était cool, assez ça. chouette de voir que Gutenberg le Ouais. cite dans son Ouais, du coup, forcément, énumération. Ouais. il y a là aussi des influences. Ouais. C'est chouette. Ouais, mais c'est truffé de plein de petites références Mhm. partout, tout Hall, et ça c'est faudrait vraiment tout décortiquer, quoi. Ouais, c'est assez dense. Ouais. Petit Hall, un texte que j'adore. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que c'était le premier que j'ai offert à Eric. J'ai carrément pris dans ma bibliothèque personnelle pour lui offrir en soulignant les passages que je préférais. Donc, c'est vraiment un texte important pour nous deux, je pense, autour du rythme et de l'image. Il y a plein de Et messages subliminaux. ouais. Et du coup, moi, je vais commencer par un autre texte qui est très important pour moi, qui est aussi de la littérature anglo-saxonne, mais cette fois-ci anglaise et un peu plus ancienne, puisque c'est Virginia Woolf. Ah, voilà. Voilà, et du coup, moi, je vais vous présenter celui qui m'obsède complètement en ce moment. C'est Le temps passe de Virginia Woolf. Donc, je me suis découvert une réelle obsession pour Virginia Woolf l'année dernière. C'est-à-dire que, et en fait, le temps passe, je trouve que c'est la partie centrale de Vers le phare, mais qui là est isolée pour être publiée sous forme de nouvelle. Et je trouve que c'est assez intéressant de réussir comme ça à isoler une partie d'un roman, d'en faire une nouvelle, et c'est pas un délire éditorial du tout. En fait, c'est Virginia qui l'a fait envoyer à une revue qui s'appelait Commerce, donc une revue française, en disant voilà, je sais que ce bloc c'est la partie difficile de Vers le phare, ça n'a rien à voir avec les deux autres parties de Vers le phare. Dans Vers le phare, il y a une première partie, c'est des vacanciers veulent éventuellement aller se promener vers le phare, puis voilà, il y a beaucoup de monologues intérieurs. Et là, il y a une grande nuit de 10 ans, la maison de vacances est abandonnée, on voit l'effet du temps. Et ça, c'est la partie le temps passe, puis la maison se réveille et les vacanciers reviennent et il y aura peut-être ou pas une promenade vers le phare. Et elle a réussi à isoler cette partie et elle a enlevé tous les personnages en fait qu'on retrouve dans Vers le phare et qui normalement sont dans la partie centrale pour en faire vraiment un bloc qui va parler pas des ravages du temps mais plutôt de cette espèce de
de dégénérescence que le temps et les éléments comme la mer, la pluie, la tempête vont avoir sur la maison, mais aussi forcément sur la conscience, la conscience humaine. Et c'est un texte qui est inédit en anglais, en fait. Donc là, il est traduit par Charles Moron. Donc ça a été écrit en 1927, il est sorti en 1927 en France. Et la version anglaise est également inédite en anglais. Donc c'est un petit livre qui est édité par Le Bruit du Temps, qui fait un joli travail de recherche dans la traduction d'origine. Puis du coup, c'est édité en bilingue, parce qu'on on le trouvait pas non plus en Angleterre avant, quoi. Donc ils ont, voilà, c'est une belle édition et c'est vraiment intéressant, je trouve, de voir comment un passage peut devenir une unité. Et voilà, la langue de Virginia dans ce livre, on n'est pas du tout dans du monologue intérieur, ce qui change de ses autres livres, mais c'est vraiment cette maison qui est une espèce d'entité vivante en fait, où il y a encore les consciences des dormeurs, qui habitent aussi les objets. On a encore l'impression que tout est habité. Le temps passe et il y a juste une seule force qui œuvre contre la destruction. C'est une vieille femme de ménage qui est elle-même comme un bateau dans la tempête et qui vient de temps en temps passer un coup de balai, mais sans but. Elle sait pas pourquoi, c'est juste elle reçoit de l'argent pour le faire, mais elle est même pas sûre qu'un jour les habitants vont revenir. Et du coup, c'est très beau, très touchant. Enfin, ça invite à la fois à la réflexion et à la contemplation. Je vais vous lire un extrait pour vous montrer parce que vraiment, c'est assez inimitable, la plume de Virginia. Mais qu'est-ce, après tout, qu'une nuit? Un court espace. Surtout lorsque l'ombre s'évanouit si vite et que si vite un oiseau chante. Un coq s'égosille, un ver pâle s'avive, comme une feuille qui se retourne dans le creux de la vague. La nuit, cependant, succède à la nuit. L'hiver en tient un paquet en réserve, et les débite également, impartialement, avec des gestes infatigables. Elles s'allongent, elles s'assombrissent. Quelques-unes d'entre elles tiennent haut de claires planètes, disques de clarté. Les arbres d'automne, ravagés, prennent l'éclat des drapeaux déchiquetés, étincelant dans l'ombre froide des nefs de cathédrales, où des lettres d'or et des pages de marbre décrivent la mort dans le combat, et comment les squelettes au loin blanchissent et brûlent dans les sables hindous. Les arbres d'automne luisent au jaune clair de lune, à la clarté des lunes de moisson, la clarté qui mûrit l'énergie du travail et adoucit l'éteule, et amène la vague à venir laper toute bleue sur la grève. Et voici que, semble-t-il, touchée par la pénitence des hommes et par tout leur labeur, la divine bonté a tiré le rideau et déployé derrière lui, unique, distinct, le lièvre aux aguets, la vague retombante, le bateau oscillant qui, si nous le méritions, serait nôtre toujours. Mais hélas. La divine bonté, tordant la corde, retire le rideau. Cela ne lui plaît pas. Elle couvre ses trésors d'une averse de grêle, et les brise, et les brouille de telle façon qu'il paraît impossible que leur calme puisse jamais revenir, ou que, de leurs fragments, nous puissions jamais recomposer le tout, la vérité. Car notre pénitence ne mérite qu'un coup d'œil, notre labeur qu'un instant de répit. Voici que les nuits sont pleines de vent et de destruction. Les arbres plongent et se courbent, et leurs feuilles déshonorées volent pêle-mêle tant qu'elles emplâtrent le gazon, et gisent en paquets dans les gouttières, engorgent les tuyaux et parsèment les sentiers mouillés. La mer aussi se secoue et se brise. Et si quelque âme échappée, quelque dormeur, qui dans son sommeil s'imagine qu'il a pris la main d'un compagnon, se promène au bord de la mer, aucune image avec une divine promptitude et l'apparence de servir, n'est prête à venir mettre la nuit en ordre et à faire réfléchir par la mer le cercle de l'âme. Il peut aller sur la grève à minuit, mais la main se rétracte dans sa main, la voix mugit à son oreille. Presque, pourrait-on penser, il est vain, dans une telle confusion, de poser à la nuit ces questions. Quoi? Pourquoi? Qui ont fait se dresser le dormeur dans ses rêves, et l'ont envoyé courant vers les vagues, à la recherche, semble-t-il, d'un compagnon qui le soulage. Voici que, de nouveau, puisque l'automne était bien avancé, il était possible d'assaillir la maison. Tous les lits étaient vides, les souffles épars, espions, avant-garde de grandes armées, brossaient des matelas nus.
et tandis qu'ils pinçaient et mouillaient, et éventaient de côté et d'autre, ne rencontraient rien qui leur résistât pleinement, mais seulement des choses suspendues qui claquaient, du bois qui grinçait, les pieds nus des tables, les casseroles et les vases de Chine déjà emmitouflés, ternis, craquelés. Ce que les gens avaient porté et abandonné. Une paire de souliers, une casquette de chasse, quelques robes et quelques vestes fanées dans les garde-robes. Ces choses-là, seules, gardaient la forme humaine, et montraient par leur vide comment elles avaient été jadis remplies et animées. Comment, jadis, des mains avaient été actives sur ses crochets et ses boutons. Comment, jadis, le miroir avait contenu un visage penché se mirant, avait contenu un monde creusé en lui, et où un personnage tournait, une main passait en éclair. La porte s'ouvrait et entrait des enfants, rués et trébuchants, et ressortaient. Maintenant, jour après jour, la lumière faisait tourner, comme une fleur se réfléchit dans l'eau, son image nette sur le mur en face. Seule l'ombre des arbres, épanouie dans le vent, faisait révérence sur le mur, et pour un instant assombrissait l'étang où se reflétait la lumière, où parfois des oiseaux dans leur vol faisaient battre des ailes une tache douce à travers le parquet de la chambre. Ainsi, le charme régnait, et la quiétude régnait, et ensemble composaient la forme du charme même, une forme dont la vie s'était retirée, solitaire, comme un étang dans le soir, très loin, et qu'on voit de la portière d'un train si vite, évanoui, que l'étang pâle dans le soir est à peine frustré de sa solitude, encore qu'on l'ait aperçu une fois. La quiétude et le charme joignaient leurs mains dans la chambre, parmi les pots couverts de leur linceul et les sièges de leur housse. La prière même du vent, le nez délicat des souffles moites de la mer, frottant, reniflant, et posant leurs questions. Vas-tu te faner? Vas-tu périr? Ne parvenait pas à troubler cette paix, cette indifférence, cet air d'intégrité, où n'apparaît nul compromis, où la vérité était découverte, comme si la question qu'il posait ne demandait pas la réponse. Nous demeurons. Voilà. Donc c'est quelques pages sur les 30, mais déjà elle mérite qu'on ait le livre sur sa table de chevet et puis qu'on le réouvre un peu tous les soirs et tous les matins, et puis qu'on le lise à ses proches à peu près 3 fois par semaine. C'est ce que je fais, donc on est Eric. Et, Alors c'est ouais. ça sa prescription. Donc, Mais ouais, c'est ça. Du coup, Mais, j'ai vraiment plongé dedans, moi. Ça faisait un moment que vous me taraudez pour que je la lise, que je lise Virginia. Et en fait, c'était une vraie découverte aussi. C'est 30 petites pages, parce que c'est 30 pages finalement, ce passage, qui est présenté effectivement comme un couloir. Moi, ça m'a vraiment scotché. Pour 2 raisons en termes d'écriture, quoi. Il y a une intelligence et une profondeur qui est juste affolante, quoi. C'est-à-dire qu'à partir de détails entreaperçus, elle va développer ça sur le plan imaginaire de façon complètement délirante. Le truc des petits souffles, ça m'a complètement scotché. Il y a vraiment une acuité vraiment profonde, quoi. Et un rapport à l'objet qui est vraiment particulier. Après, moi, ça me parle aussi dans la mesure où quand j'étais petit, j'étais chez ma grand-mère, et c'était une très grande maison avec un grand miroir derrière. Et j'adorais dans ces films en fait les passages où les gens passent par des portes dérobées et rentrent dans les murs. C'est-à-dire qu'il y a des couloirs dans les murs. Et les murs étaient tellement épais, ça s'y prêtait vraiment. Et donc je me disais, il y a ce miroir là qui m'observe toute la journée. Si jamais moi je pouvais passer derrière, voir à travers le miroir, continuer le long du couloir et observer la réalité comme ça, sans me sentir observé, et finalement essayer de découvrir un peu ce qu'il y a derrière le rideau, quoi, de cette réalité. Et c'est ce que j'ai ressenti en lisant ça, ça m'a vraiment scotché. Et réussir à rendre cette impression-là et à replonger sur des choses pour moi de l'enfance, mais du coup qui sont des choses profondes, ou qui sont vraiment du ressenti et une acuité comme ça. C'est très intime chouette, toujours comme écriture. C'est très intime, mais en même temps ça parle à tout le monde, ça résonne, et enfin, c'est vraiment c'est formidable, quoi. Voilà, alors j'avais envie de le lire en entier, je me suis dit bon, ça va prendre 1 heure. Mais ouais, c'est le gros coup de cœur pour ce livre. Enfin, après, faut lire Vers le phare en entier, mais rien que ce passage, moi, dans le Vers le phare, il m'avait complètement interpellée. De le retrouver seul, je trouve qu'il mérite d'avoir une édition juste pour ce passage, quoi. Voilà. Ouais, une autre héroïne, j'allais dire Marie Cosnay, oui, Marie Cosnay. Cordélia Laguerre. Voilà, Cordélia Laguerre, donc de Marie Cosnay. Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui marque aussi qui a marqué un tournant dans
dans ma perception de l'écriture, vraiment. J'avais lu des choses qui se rapprochaient, mais disons qu'en fait, là, j'ai retrouvé un tas de choses en fait qui me parlaient. Une façon d'écrire complètement décomplexée, qui s'inspirait à la fois de l'actualité, du mythe, qui faisait appel à l'archétype, au réel, à tout ça à la fois de façon très cohérente et très engagée, et de façon surtout avec un style imparable, quoi, juste. Et donc, en fait, c'est une histoire, enfin, pour moi, c'est vraiment une histoire personnelle avec ce livre, dans la mesure où les éditions de l'Ogre, en fait, quand ils ont fait paraître ce livre, je les avais entreaperçus par le biais notamment du blog de Claro, qui en parlait, qui avait été à l'ouverture de la maison, Qui avait préfacé qui avait préfacé le premier. le Baker. Et du coup, il y avait ce Blaker, justement, préfacé par Claro, qui me semblait un truc énorme sur le rapport à la réalité et à l'irréalité. Et il y avait aussi Fabien Clouet qui sortait son premier roman. Et donc, je m'étais dit, là, il y a un truc, quoi. Et on est toujours un peu à la gueule quand il y a une nouvelle maison qui sort, parce que bon, les livres, à part le premier, tout à l'heure je vous disais, l'édition n'est pas top. Et tous les autres, c'est vraiment des éditeurs dont on adore le travail. Et puis, ils sont pas tant si nombreux que ça. Voilà, le Blaker en question. Et ils sont pas si nombreux que ça, en fait, les éditeurs qui font ce travail-là. Et on est toujours, en tout cas, content d'en découvrir un. Et là, je sentais qu'il y avait un truc, c'était énorme, mais j'avais pas le temps sur le moment, je voulais pas me plonger là-dedans, je me suis dit, ah, ça va me prendre, ça va complètement occulter le reste, je peux pas pour l'instant. Et quand est sorti Cordelia, j'ai lu juste une phrase que quelqu'un balançait sur le réseau, c'était on va mourir, on s'ennuie. On va mourir et en plus, on s'ennuie. Et c'était terrible cette phrase. Et là, je me dis, bon, je vais voir un peu plus près. Je vois la couve, perso, j'adore les couves de l'Ogre. Mais celle-ci particulièrement, avec celle du Claro, sont des couves magnifiques. Et celle de Saccage, de Quentin Leclerc, je trouve qui correspondent à cette image, justement, de littérature exigeante et populaire. Personnellement, moi, ça me parle, ces couvertures. Et celle-là était superbe, quoi. D'ailleurs, j'ai eu qu'une envie, c'est de la mettre en scène quand j'ai reçu. Dans les 3 minutes, j'avais chopé une couronne, voilà. Et donc, quand Cordelia est sorti, j'ai pas pu résister. Du coup, j'ai découvert plus avant la maison, les auteurs, c'est un tas de gens. En fait, c'est une rencontre à la fois humaine et éditoriale, un truc énorme, quoi. Et donc, puis aussi, surtout, t'as reçu le livre et tu l'as posé à côté du lit. Et parce que tu faisais autre chose pendant quelques jours, et en fait, je l'ai pris, je l'ai lu. Et j'ai dit, bah écoute, tu voulais faire une critique de ce livre, mais moi aussi, on n'avait jamais critiqué les mêmes livres, on faisait super gaffe à pas critiquer les mêmes livres. Et je dis, ouais, mais là, je vais le faire. Il m'a dit, ouais, mais c'est moi qui voulais le faire. J'ai dit, ok, et ben on va le faire ensemble. Non, et c'était la première fois qu'on essayait d'écrire un texte ensemble, donc non seulement ce livre, enfin, est génial en soi, puis nous, c'est vraiment enfin, c'est un livre qui donne envie d'écrire, quoi, et ça, c'est génial aussi, quoi. C'est pas juste les livres qui donnent envie de lire toute la nuit, mais c'est les livres qui donnent envie non seulement d'en parler aux autres, mais d'écrire et d'aller encore plus loin. C'est incroyable, quoi. Après, enfin, c'est vraiment... Ah non, mais c'est vrai que du coup, t'as pu un point essentiel, c'est sur finalement la façon dont on écrit. En fait, on écrit aujourd'hui sur des livres qui nous donnent envie d'écrire. Des fois, c'est compliqué parce qu'on aime beaucoup les livres, et il n'y a rien qui se passe. C'est relativement rare, ça arrive. Et là, on est embêté. Mais souvent, les livres qui nous plaisent, ce sont des livres qui nous donnent envie d'écrire, qui nous donnent envie de prolonger le texte, qui nous donnent envie de l'incarner, qui nous donnent envie d'aller plus loin et de s'approprier, je vais en reparler tout à l'heure avec Katchadjian, de s'approprier l'univers, de rentrer, de mettre ses meubles, de pousser les autres, et finalement en même temps de remettre en avant quand même parce qu'on n'est pas chez soi, mais et de ranger avant de partir, mais bon, parce que l'idée c'est quand même de mettre en avant ce que les livres font, ce que les auteurs font, ce que l'édition nous fait, quoi. Donc, mais bon, pour ça c'est un putain de bon livre. Est-ce qu'avant d'écrire des critiques, vous aviez écrit d'autres choses? Avant d'écrire des critiques ou des coups de cœur de libraire? Moi, j'ai fait des haïkus quand j'étais petite. C'est le sens de ma question. Non, mais surtout Eric, ouais. Ouais, moi je me suis confronté. En fait, j'ai toujours voulu être écrivain. C'est facile, tout le monde dit ça. Non, mais vraiment, non, c'était vraiment un désir profond. À l'école, on t'explique non, c'est pas possible, faut choisir un vrai boulot. Donc déjà à l'école, on t'explique qu'il faut choisir un vrai boulot. On t'explique très vite qu'il faut choisir ton boulot et qu'il faut choisir un vrai. Donc suivant le contexte politique, etc. Mais non, et du coup, longtemps j'ai attendu avant de me plonger vraiment dans l'écriture. Et à un moment donné, je me suis lancé, quoi. J'ai écrit d'abord un premier essai. C'était à la suite, je reprends. J'écrivais en fait un mémoire sur l'utopie. Et là, je lâchais de plus en plus. J'ai passé énormément de temps à la fac parce que mémoire universitaire. Un mémoire universitaire. Je faisais en plein littérature ou en philo?
en En histoire. C'est ça qui est C'est vrai. étonnant. C'est-à-dire que le truc, en fait, c'est que j'ai fait énormément de petits boulots en me disant je serai écrivain plus tard. Et finalement, je me suis dirigé en histoire en me disant je serai prof et comme tout le monde, je serai écrivain plus tard. Et puis, finalement, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait tout sauf la fac d'histoire. Arrivé à mon mémoire sur l'utopie, je commence à l'Antiquité, je finis de nos jours, je me dis merde, ça rentre dans aucune case. Je commence à faire un truc complètement littéraire, je me lâche. Et là, je me dis, j'arrête la fac d'histoire, en fait, j'écris, je m'en fous du reste. Et effectivement, j'ai eu la possibilité de le faire à ce moment-là. J'ai écrit pendant 2 ans un essai où j'essayais de déconstruire un peu le réel, en partant vraiment de l'expérience de l'enfance, de la perception, jusqu'à l'actualité. Et après, en fait, je me suis confronté à l'édition en novice complet. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Je suis allé dans le salon de livres avec mon manuscrit sous le bras. J'ai fait tout ce contre quoi je hurle aujourd'hui. Et à un moment donné, je suis parti sur un projet plus personnel en me disant bon, j'ai déconstruit le réel, maintenant je vais me déconstruire moi. Donc un projet d'autofiction, pareil, 2 ans, un gros boulot. Et puis à la fin de ce projet, je me dis, j'en vois pareil, de façon un peu plus retenue. Bon, j'ai de bons retours, mais sans plus. Et là, je me dis non, j'ai pas fait tout le boulot. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon, je vais essayer de trouver un boulot alimentaire qui soit un peu, à un moment donné, en rapport avec ce que je fais. Et c'est comme ça que je suis devenu libraire. Donc au Virgin des Champs-Élysées, où on m'a dit c'est super, t'as un super background en sciences U, c'est cool, on cherche un spécialiste, mais t'es pas libraire. Et alors du coup, on te donne 3 semaines pour devenir libraire, sinon ça le fait pas. Et si ça le fait, ça le fait. Et effectivement, ça l'a fait. Je suis resté 2 ans. Oui, job alimentaire libraire, c'est étonnant. Hein. Mais pour moi, c'était génial. Il faisait bon, il y avait de la moquette, j'avais le SMIC, quoi. C'était le paradis pour moi qui a fait que des petits boulots au libraire. C'était cool, je parlais de ce que j'aimais, j'ai des livres partout. C'était le pied. C'est un super boulot au libraire, mais faut pas le faire pour en vivre, évidemment. Mais des fois, quand on n'a pas le choix, bah des fois. Parce que tu parles. Il y a combien de libraires Il y a combien de libraires ici non, mais voilà. Au terme de cette aventure, et pendant cette aventure, bien avant en fait d'être libraire, j'avais commencé à écrire des chroniques. L'idée au début, c'était d'avoir un blog pour parler de mes textes. Et je me suis aperçu très vite que ça me saoulait déjà, et que j'ai plein de choses dont j'avais envie de parler. Et au début, c'est très maladroit. Je me dis bon, de quoi je parle, comment ça se fait un blog. Je commence à vouloir faire des trucs qui font du buzz. Très vite, je me dis non, mais c'est n'importe quoi. Je vais pas parler de musique pour parler de musique, ni de livre pour parler de livre. Je vais parler de ce que j'aime. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Et jusqu'à atteindre en fait plus un travail d'écriture que j'ai aujourd'hui et finalement qui rejoint ce que j'ai vraiment envie de faire, quoi. Et du coup qui est un travail un peu syncrétique où finalement ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est continuer à parler des livres, continuer à faire vivre les auteurs, l'édition et tout ça, de façon plus humble peut-être, mais c'est une envie que j'ai toujours, même si aujourd'hui c'est vrai que des fois bah le côté écriture dépasse le côté on va dire critique et le côté on va dire purement vendeur, ou en tout cas ce qu'on considère comme vendeur. Mais il y a, je pense, un gros travail aussi à faire dans le domaine de la critique, et qui doit être quelque chose d'ouvert en fait, et voilà, et pas se retrouver finalement. Enfin bref, ça pourrait être un grand débat. Mais voilà, donc oui, j'ai écrit 2-3 choses avant, que je continue d'écrire d'ailleurs, parce que le projet d'autofiction est toujours dans un tiroir et a été retravaillé depuis les 5 premiers mois où on a vécu ensemble, Lou et moi. En fait, on a bossé sur ce truc pendant 5 mois. Ce qui était un truc complètement dingue, vraiment un truc de gueudin, quoi, de dire tiens, je vais déballer ma vie comme ça, et puis on va bosser ensemble pendant 5 ans, là, on va faire le boulot. Dans une pièce de 10 mètres carrés, Dans une pièce sans de 10 en mètres carrés, sortir. sans en sortir et sans se tuer. Et c'était une super On est expérience. parti à la campagne. Au bout d'un an, on a dit on va partir à la campagne. On l'a Et, continué. bon, la campagne, il y avait trop de place, on se retrouvait plus. Du coup, on s'est remis dans les combles. Là, on est On sent chez dans le nous. petit grenier, on sent chez nous et on continue d'écrire. Voilà. Donc oui, non, j'avais déjà une expérience d'écriture et que je prolonge. J'ai 2-3 choses aussi qui sont en projet en ce moment, enfin projets qui sont en cours d'écriture. Mais bon, je dis plus rien là-dessus parce que ça fait tellement d'années que je dis ouais, j'écris un truc et que je produis rien. Donc voilà. Ça avance, c'est dans les tiroirs, ça s'écrit dans les tiroirs, ça s'écrit dans le grenier, ça s'écrit un peu partout, par tous les moyens possibles. Dans les marges aussi. Dans les marges aussi. Oui, c'est vrai, quand je travaille sur un livre. Eric écrit dans toutes les marges. Des fois, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec les livres. Des fois, c'est oh mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Des Non, fois, ça c'est arrive une fois, ça. des spirales. Non, Et moi, je fais plutôt des croix, mais généralement, je lis les livres avant toi, histoire que ce soit vierge. Mais j'aime bien quand je les lis, j'ai l'appareil critique autour du livre dans la marge, en fait. Ce qui est pas mal quand il y a pas de notes. Non, finalement, Des fois, il n'y a pas besoin de notes, en fait.
Bah moi j'en ai besoin, mais bon, en fait on a eu un grand débat là-dessus. C'était enfin la façon dont on lisait. Enfin, c'était très très long parce que je disais que je lisais essentiellement pour écrire et donc ça a été un grand débat. Mais c'est vrai que j'ai du mal à lire sans écrire. J'y arrive pas quoi. Je pense que Ouais. Hugues me comprend sur ce Ouais. truc-là. Mais et du coup dans la marge, ouais, effectivement, il y a mes notations pour le livre lui-même, pour la compréhension, pour je balise un peu. Pour la chronique, et des fois j'écris des chroniques directement sur le livre, enfin en tout cas des ébauches parce qu'après ça se lâche plus sur l'ordinateur. Et après, j'ai des notes pour mes propres bouquins, des idées, des choses stylistiques, enfin plein de choses sur lesquelles je reviens pas finalement. Et j'ai une bibliothèque entière remplie de notes comme ça. Donc, ce qui m'inspirera peut-être pour un prochain personnage. Mais bref. Et pour en revenir donc au livre, Si tu veux le faire. tu veux le faire? Bah ouais, du coup. D'accord. Vas-y. Bah, juste pour finir, en fait, ce qui était intéressant, c'est quand on a fait justement notre critique à quatre mains du Cordélia, l'ogre nous a sollicité en disant ouais, c'est super, on adore ce que vous faites et on aimerait vraiment que vous nous disiez, alors textuellement c'était quoi? C'était ce que les livres vous font. Pourquoi vous parlez de ce que les livres vous font et pas de ce qu'ils sont justement. Et donc du coup, ça a donné un manifeste qui a été publié sur le ventre de l'ogre il y a 2 jours là. Donc on vous invite à lire et qui donne vraiment une idée de ce qu'on cherche à faire, de ce qu'on fait et voilà. Ouais. Bref. Donc tu as envie de parler de Bah Cordélia. non, juste le résumé, du coup, vite fait. D'accord? Mais histoire de. Comme donc, du coup, Cordélia Laguerre, enfin très succinctement, parce qu'à part que c'est un livre qui donne vraiment envie d'écrire et que, comme dit Eric, on dit ah ouais, c'est possible d'écrire comme ça, on a le droit en fait. Et ça, c'était la première exclamation. C'est une réécriture du Roi Lear de Shakespeare, mais contemporaine et un peu sous forme de polar. Donc, on a d'un côté des riches dans leur villa en haut de la colline qui vont gérer leurs affaires de succession et leurs guerres personnelles. Et de l'autre côté, on a des chômeurs qui s'immolent sur le parvis des maisons de l'emploi et des immigrants, voilà, qui a tout un côté qui fait beaucoup penser à ce qui se passe à Calais, évidemment, parce que c'est un sujet enfin, voilà, dans lequel Marie Cosnay est très engagée. Voilà, c'était très succinctement histoire de rappeler ce qu'est le livre et c'est vraiment reprendre une écriture classique avec une histoire classique avec une écriture moderne et glisser plein d'éléments du mythe, mais aussi de culture populaire, de polar et voilà, peut-être tu peux dire Ouais. tes extraits, les extraits que tu as choisis parce qu'ils sont assez Le fait parlants. aussi que c'est quelque chose qui est finalement c'est une œuvre assez emblématique, je trouve, chez l'ogre, mais aussi dans le travail de Marie, dans la mesure où elle avait s'était déjà confrontée un peu à tout ça, bon, à l'écriture elliptique, à cette forme-là qui est très particulière, qui est vraiment poussée, quoi. Au moment où elle écrit Cordélia, elle a déjà écrit, je crois, une vingtaine de livres. Elle a écrit sur beaucoup de supports, beaucoup de revues, sur mu.net aussi. Et elle a déjà écrit dans le domaine du polar, ou en tout cas s'en approcher, dans une écriture très contemporaine. Et on retrouve également effectivement des choses qu'elle dit sur son blog Mediapart sur l'actualité migrant. On retrouve vraiment tout ça. Donc ce que j'essaie de refléter dans la lecture en fait. Sur le parvis des maisons de l'emploi pour tous, c'est chaque jour de chaque semaine qu'on tente les immolations. On entre en immolation après qu'on est entré en pauvreté, avec l'élan de poursuivre jusqu'aux enfers la pauvreté. On va vous les enlever les 600 € pour l'entourloupe d'avoir reçu les allocations chômage alors que vous travaillez. 600 € que vous n'avez pas déclaré, ce non variable-là, vous n'avez pas déclaré, s'appelle fraude aux acédiques. Et nous poursuivons fraude aux acédiques. En face, petit sourire, paye pas de mine. On se retire de la maison de l'emploi pour tous, s'organise. Premier mail, deuxième, troisième, je prendrai feu, ferai le feu. Les milices anti-incendiaires sont composées de privés sans emploi qui, à la maison de l'emploi pour tous, revêtent le costume et tentent de repérer les malheureux qui... On inonde les parvis, ça miroite un moment, c'est assez beau sous les lumières de Mars. C'est un boulot tranquille en fait. Le garçon à la joue balafrée, on ne l'a pas revu depuis les clochards aux cloches des églises. Tu as demandé à Carrefour Market, au jeune gars qui fait le vigile et discute avec les caissières. Il voit qui tu veux dire, mais non, il a revu personne. Même pas les deux gros, les Falstaff. Le dernier dormait sur un lit improvisé, des cagettes, et en guise d'oreiller, un sac Carrefour en face, sous le porche de la HSBC. Mais là, t'as vu, ils ont planté un pylône, et puis depuis... Prenons la vie la plus remplie. Du moins, prenons une vie remplie de contentement rempli pour moitié. Prenons des raidillons montés pour moitié, l'autre moitié restant à conquérir, d'autres raidillons pour de bons à gravir.
Tu n'as pas vu venir, mais c'est la fin des années. Et pourtant, après ce carrefour, cette borne, tu sauras quoi prendre, où prendre, tu sauras ce que tu as laissé en chemin, tu l'auras laissé pour prendre ce que tu avais pris, et tu voudras le reste qui te reste à prendre, et que tu vas prendre après le carrefour ou la borne. Ce que tu as laissé en chemin, tu l'auras laissé pendant au reste qui te reste à prendre. Et ce reste-là va te rester entre les doigts. Ce que tu veux prendre sur le chemin qui t'est dû, ce que tu désires. Eh bien, ça fait des cheveux, ça. Ça t'emberlificote l'entre-doigt et ça te donne, oui, un sacré chagrin. Les cheveux évanescents, quand on les compare au peu qu'on a pris jusque-là, comme on l'a mal pris, quand on pense qu'après on grimpera encore, et qu'il y aura descente sur de la mousse, terre de sécurité où bondir, encore, d'épopée en épopée, ou d'épisode en épisode, à l'intérieur d'une même épopée, du moins si ce n'est pas trop demandé, qu'est-ce qu'on a comme regret? On va mourir, et en plus on s'ennuie. Et ce qu'on a eu pour moitié sonne tout petit, sonne pour moitié. On va mourir et le chagrin, on n'en parle pas. Gueule de bois et sentiment de faim imminente. On a laissé passer le meilleur. Du rétif et du café. Il frappe à la porte de sa propre chambre, se détourne quand le drap dénu de la fille. La fille le rajuste. Bonjour, dit-il. Dit-elle. Elle est soleil et pluie, et autre chose. C'est la toute-puissante Cordélia qui réunit la pluie que portent les héros sur leurs épaules. Héros qu'on voit, par exemple, enfourcher des chevaux blancs et galoper dans les nuits d'inondation. Et le soleil que portent les mêmes, canicule, fardeau, saignant et adoré, elle est la toute-puissante, qu'on ne regarde ni de face ni de près. Elle est de celle qui ne dit mot, puis pleure, puis dit « père » comme un caillou, qui rencontre des hiboux poignardés dans les forêts, sur les troncs des arbres. Il y a autre chose, elle dit autre chose. Elle dit « femme, femme, mes sœurs ». Elle est toute blonde, porte un corsage décolleté et une robe blanche, Cordélia qui avance dans les forêts touffues accompagnée d'hommes d'armes. Ses larmes sont des diamants et ses sourires des perles, une douleur comme la sienne. La femme sans honte est toute blanche dans la forêt, la femme homme soldat. C'est tout un aspect mythique comme ça, mystérieux, qu'on retrouve aussi dans le livre, qui est finalement prépondérant et qui donne le ton à l'ensemble. Et pour Benoît, nous a envie, très très envie d'écrire aussi de plus en plus. Dis donc, je t'ai précisé pour Benoît parce que je prends un Aussi. livre d'Attila. D'ailleurs, je vais prendre mon exemplaire. Mm. Parce qu'il y a à noter. Ouais. Donc, dans la catégorie des livres qui donnent envie d'écrire, moi, c'est Le Roi et la Reine de Ramon Sender qui est sorti chez Attila, qui est au catalogue du Nouvel Attila, qui est un livre qui m'a été remis entre les mains vraiment comme ça par Benoît en disant faut lire ce livre, et effectivement ça a été pareil, pas un choc mais plutôt un envoûtement. C'est un livre qui est à la fois obsédant et obsessionnel, et qui pareil m'a beaucoup donné envie d'écrire et de lire aussi. Enfin, j'ai acheté tous les Ramon Sender qui sont sortis en français à la suite de cette lecture. Donc Ramon Sender, c'est un écrivain espagnol qui a fui la guerre civile, notamment parce qu'il avait des positions. Enfin voilà, il était journaliste, il a beaucoup fréquenté les milieux anarchistes, et puis en plus son frère s'est fait exécuter au début de la guerre civile, puis sa femme. Et voilà, donc il a fui, il est allé au Mexique et puis aux États-Unis, je crois que c'est ça, Mexique et États-Unis. Et donc il y a toute une partie de l'œuvre qui est d'avant l'exil, donc notamment Ordre public, qui est un très bon livre sur la prison, qui est sorti Nouvel Attila au printemps dernier. Et celui-ci qu'il a écrit pendant la période d'exil, qui est un livre qui se passe au moment où il y a un putsch nationaliste. Donc c'est à Madrid, et on a vraiment le tout début de la guerre civile. Donc il y a vraiment ce contexte de guerre qui est très présent, avec les républicains qui occupent Madrid et puis les nationalistes qui rentrent. Donc c'est le moment du No Pasaran, etc. Donc c'est vraiment un moment historique très fort. Sauf que tout le livre en fait est un drame privé, un huis clos. Et déjà ça fait une tension qui est assez dingue et qui est très très forte, enfin qui saisit. Et ça se passe dans un château le duc et d'une duchesse. Le jardinier porte un message pour la duchesse, et la duchesse en fait est en train de se baigner nue dans la piscine de la salle d'armes. Donc forcément la femme de chambre veut essayer d'arrêter le jardinier, et la duchesse dit mais laisse-le rentrer. La femme de chambre va répondre mais c'est un homme madame. Elle répond Romulo, un homme. Voilà, très méprisante, c'est un domestique, ce n'est pas un homme.
Et lui va se retrouver face à cette femme nue dans la piscine, qui est en plus très jeune et très belle. Il va être complètement tétanisé, ça va l'obséder. Sachant que le lendemain, le duc disparaît, on suppose qu'il est mort pendant les conflits. Les républicains réquisitionnent le château, évacuent tous les domestiques sauf lui parce qu'il est syndiqué. La duchesse se cache dans le donjon et il est la seule personne qui sait que la duchesse est là et de lui dépend la survie de la duchesse. Donc dès le début, on a vraiment une tension là, avec ce huis clos qui va se faire dans le château, avec forcément une tension érotique très forte entre Romulo et la duchesse, mais aussi une tension entre tout ce qui est intérieur et puis tout ce qui est extérieur, l'intime, la guerre, enfin, voilà, ça fait des va-et-vient. Et on en retire vraiment à la fin de la lecture l'impression d'avoir assisté un peu à un théâtre de marionnettes, parce qu'il y a des décors très forts, il y a cette tour qui a 5 étages, et la duchesse qui descend petit à petit les étages, à chaque fois il y a une tapisserie différente, une peinture différente, il y a Goya, Zurbaran, etc. Et plus on descend effectivement, plus c'est troublant, plus la guerre avance, moins la duchesse est reine et plus elle est femme et plus le jardinier devient homme. Donc on se demande s'il va y avoir à un moment une rencontre possible. Puis avec en plus tout un élément grotesque qui a un espèce de nain qui dessine des croix gammées partout parce qu'il a peur des juifs, alors que bon, il en a jamais vu, il sait même pas trop ce que c'est, mais comme un talisman, il dessine des croix gammées, et il est enfermé dans le sous-sol, parce qu'il est fan du duc et de la duchesse. Il dit qu'il vient dans le sous-sol pour les protéger. En fait, il passe tout le livre à se battre contre des rats qui attaquent la réserve où il y a les fromages et le champagne, en gros. Donc voilà, on fait des va-et-vient. Il y a vraiment ce côté à la fois guignol d'un côté et puis très idéalisé de l'autre côté. Et c'est vraiment une atmosphère très très étrange et ça poursuit longtemps. On a les images qui restent et cette phrase qui revient en tout début du roman, qui est très très belle, c'est l'homme et le roi, l'illusion de l'homme et la reine. Ensemble, ils forment la monarchie qui gouverne le monde. Et voilà, là, déjà dans cette phrase, on a tout. Et tout ce qui va se jouer. Puis en plus, au sentiment d'étrangeté s'ajoutent les dessins d'Anne Careil. Alors je peux essayer de vous en montrer quelques-uns. Là, parce que le livre en plus est très très beau. On a notamment ce genre de dessin qui illustre et qui rajoute effectivement au sentiment d'étrangeté en fait. Encore. Ah ouais, celui-là je crois que j'aime beaucoup parce qu'effectivement pendant tout le huis clos il y a les canonnades dehors et les nationalistes qui veulent prendre Madrid quoi, donc il y a vraiment une tension très très forte. Et voilà, je vais vous lire un extrait qui est un moment où Romulo est déjà, enfin voilà, les républicains sont déjà là et Romulo retourne dans la salle du sous-sol où il y a la salle d'armes, où il y a la piscine, et se rapproche de la piscine alors que la duchesse est enfermée à l'étage. L'obscurité était moins dense qu'à la dernière visite. Une ombre légère et uniforme régnait dans la salle. Dans la piscine, l'eau était encore l'eau de ce jour-là. Romulo commença à se déshabiller, mais il ne retira que sa veste et sa chemise. Il vit sa large poitrine en face de lui, dans le miroir où la duchesse avait l'habitude de se regarder. C'était comme si un autre Romulo se penchait à une fenêtre. Le projet de se baigner ne lui paraissait pas sérieux. De plus, il flottait sur les eaux une paix lumineuse, et il avait peur, comme si dans ce petit étang, aucun nageur n'eût jamais pu trouver pied. Il s'écarta de la piscine. Des rumeurs qu'il entendit dans le parc lui firent prêter l'oreille. Depuis qu'il avait livré le duc, n'importe quel bruit le surprenait et l'alertait. Il gardait l'impression que pour avoir commis cet acte, des événements pouvaient survenir, inattendus. Cette fatalité du sang, dans laquelle ils étaient tous plongés, lui plaisait. Il alluma une lampe près d'un râtelier et aperçut le mannequin avec le fleuret enfoncé en travers de la poitrine. Ce mannequin avait le même maintien orgueilleux et élégant que le duc. Il voulut retirer le fleuret, mais en l'arrachant, le mannequin qui était grand s'inclina vers lui. Romulo lâcha le fleuret et recula d'un pas. 2 autres fleurets traînaient par terre. Il les prit, les remit dans le râtelier. Il vit sur la tablette inférieure un petit livre relié en parchemin et fermé avec des boucles de fer en forme de chimère.
Au dos, de grandes lettres disaient « Livre des exemples des monarchies ». En tête du premier chapitre, une vignette représentait un homme et une femme nus. Un petit rameau cachait le ventre de l'homme, et la chevelure de la femme tombait sur l'épaule et jusqu'aux cuisses, avec la même pudique intention. Il s'agissait d'Adam et Ève, tous deux avec ce visage lymphatique et bête qu'ont les gravures sur bois. Entre deux pages, Romulo trouva une feuille encore fraîche de fougère, et à cette même place quelques paraphes tracés au crayon avec la note suivante de la main de la duchesse, voir la page 103. Romulo ferma le livre et se tourna vers la lumière qui entrait par la baie. Maintenant, se dit-il, les miliciens ne se défieront plus de moi, et madame sera plus en sûreté. Il avait toujours le torse nu, la piscine l'attirait. Il s'en approcha puis s'accroupit au bord, avec l'intention de mouiller son visage et ses cheveux. Il prit de l'eau dans ses mains en coquille, et au lieu de s'en laver, il la but. Il recommença à boire 3, 4, 5 fois encore. Ensuite il se rhabilla, prit le livre des exemples des monarchies pour l'apporter à la duchesse qui, sans doute, avait commencé à le lire. La fougère fraîche le prouvait. Et alla dans la cave voir Helena. Le nain était très intrigué par l'incessante canonnade et par les coups de feu de la nuit précédente. Un coup de revolver à l'intérieur de la maison et 2 dans la rue. Les yeux rougis comme ceux d'un huron, Helena déclara « On se bat partout ? Dans le parc, dans la rue, dans la campagne, dans les airs et dans la cave. Aussi dans la cave. »« Ici ? Dans la cave ?» demanda Romulo. « Oui, ici. »« Mais comment ?» dit Romulo en regardant autour de lui. « Il y a un rat qui me provoque. Et vous vous battez contre lui. »« Oui. »« Comment ? À coups de pied, à coups de griffes et à coups de dents. » Romulo fronça les sourcils. « Un rat aussi grand ?»« Un rat, plus grand que 2 chats châtrés. Et il me défie. Venez donc. » Il l'amena près de la porte de la dépense qui était recouverte de zinc. Le mur avait été gratté. On voyait des traces, et sur le sol un petit tas de chaux. Le nain dit « Celui qui travaille ici, c'est une femelle. La Pasquala. » Avec une subite condescendance pour lui-même, le nain ajouta « Bon, c'est moi qui l'appelle ainsi. » Voilà. Donc ça, c'est vraiment un passage assez caractéristique du livre, je trouve, et puis... il y a plein d'autres passages qui sont très beaux, très forts. Tous les dialogues, notamment entre Romulo et la duchesse, sont vraiment très marquants et ça poursuit longtemps, quoi. C'est vraiment un auteur assez particulier, je trouve, Sandor, puis d'autant plus que il a pas tout à fait le même style, il a la même façon d'écrire dans tous ses livres. Ordre public est très différent. Celui qui se passe dans une prison espagnole. Et vraiment, le roi et la reine, c'est obsédant, quoi. C'est ça, une espèce d'impression de vivre dans un rêve où il y a un sentiment d'une réalité qui est autre et étrangère qui est très fort. Donc c'est un beau livre. Moi j'ai adoré aussi. C'est marrant parce que c'est vraiment ça, l'idée qu'on est dans une autre réalité. On est complètement absorbé par le livre. On y vit vraiment, on y reste, on a envie d'y rester. Enfin moi personnellement. Et c'est marrant parce que quand on a répété avant de venir ici, Lou m'a lu ce qu'il vient de vous lire, et ainsi que sa présentation. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais complètement oublié que je l'avais lu la semaine dernière. Et tout m'a ressauté à la gueule en disant mais oui, mais c'est génial, évidemment, c'est ça. Mais comment j'ai pu oublier? Enfin, c'est génial, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce truc qui reste dans l'inconscient. Dans l'inconscient, Qui reste vraiment gravé avec ces images. Vraiment quelque chose, un travail sur l'inconscient et côté un peu psychanalytique. C'est truffé de symboles. Voilà, chacun peut aussi y voir ce qu'il veut et avoir envie de chercher plus loin en lui-même ce qu'il a envie d'y voir, quoi. C'est assez troublant. À la fin, il y a 19, je crois, interprétations. Ouais. Qui sont des interprétations, finalement des lectures, des pistes de lecture plutôt. Justement, qui présentent des interprétations un peu plus psychanalytiques, plus sur la structure, des petits détails parfois qui nous ont échappé, ou au contraire qu'on a remarqué. Et ça, c'est intéressant. Et il y a un vrai travail d'édition magnifique là-dessus, aussi au niveau du papier, des illustrations. Et même ce petit travail à la fin d'illustration sur les interprétations est juste magnifique. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi, ouais.
Et voilà. Et donc, un autre livre que moi j'aime beaucoup, qui est parmi mes 5 bouquins préférés. Alors, c'est-à-dire, quand Eric a reçu ce livre, il l'a tellement presque mémorisé que où qu'on allait, il me récitait des passages où il l'avait dans sa poche. Une fois, on allait faire un footing, il l'a sorti de sa poche, il me l'a lu, si tu veux. Au bord d'un lac, en pleine forêt, alors qu'on était en train de courir. Et alors ça, c'est pareil. C'était aussi très obsédant. C'est complètement obsédant, au point que je me suis même retrouvé une fois, c'est une longue histoire, avec une plaquette de beurre froid dans les poches, exactement comme les personnages. Le truc est quand même complètement improbable, et au moment où je lisais, je me retrouve avec le jour d'avant avec le bouquin, le lendemain avec une plaquette de beurre froid dans les poches. On a été faire des courses, enfin bref, il restait une plaquette, c'est compliqué. Et là, j'ai halluciné, j'ai trouvé ça trippant, ouah, Comme dans le livre, il y a du comme beurre dans le froid livre, dans j'ai les du beurre poches. froid dans les poches. Et là, c'était je crois, le coup où... Ouais, c'est ultra jouissif comme écriture. Ouais, c'est ça. ultra jouissif comme Même le écriture. livre, c'est Alors, c'est Quoi faire de Pablo Cachadjian. En aux fait, éditions c'est du Grand Os. aux éditions du Grand Os. Voilà, et ça vaut le coup d'œil parce que c'est du beau boulot aussi. Grand Os, ça veut dire grand ouvrier spécialisé, ce qui est pas évident, c'est un petit bonhomme avec un os et tout. Mais non, c'est vraiment un éditeur qui est attaché en fait à comment dire, justement à faire un travail sur l'objet même aussi. Et donc voilà, c'est un éditeur que j'ai découvert vraiment par hasard parce qu'il n'est pas hyper diffusé. On l'a retrouvé par exemple l'année dernière à la librairie éphémère. On l'a Mais vu 2 fois en librairie. voilà, on a dû le voir très très peu, donc je suis C'est dur content. pour l'avoir. C'est dur de l'avoir en Ouais. plus. Ouais. Donc je suis content qu'on Mais l'ait ils sont ici ce super. soir. Chez Carré. Ouais. Ben, Ouais, faut voilà, venir c'est chez pour ça. Carib régulièrement pour trouver ce genre de choses. Mais et du coup, c'est un ouvrage, la petite histoire, c'est pareil, ça mérite d'être raconté. Peut-être, je l'ai découvert par un autre livre de l'auteur qui s'appelle Merci. Je me lève un matin, comme tous les matins, je cours vers la boîte aux lettres. Je me dis, on sait jamais, il va peut-être y avoir des trucs, c'est Noël. Et effectivement, c'était Noël. Il y avait un livre qui s'appelait Merci, qui était gris, qui était publié par Vie Parallèle, donc qui venait de s'ouvrir quasiment, enfin un an avant, je crois, Le parallèle, ouais. avec Bon, qui a ouais. été créé par Peut-être. Aptix et Zones Sensibles, les éditions. Et donc, je reçois ça, je dis, bon, ok, qui me l'a envoyé, j'en sais rien. Du coup, je commence à dire merci à tout le monde, du coup, ça devient un gag récurrent, ok. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Apparemment, Merci, c'était le second titre, donc, d'un triptyque qu'il a écrit sur la liberté. Et je me dis, déjà, Merci, c'est chouette, c'est l'histoire d'un esclave, c'est un conte philosophique, c'est vraiment superbement écrit, c'est très fin. Et traduit par Guillaume Contré, qui est un spécialiste qui tient un blog, puisqu'on parle de blog aussi ce soir, sur notamment la littérature argentine, qui est juste géniale. Toute la littérature sud-américaine, il est vraiment ultra Ouais. pointu. Si on cherche des trucs en littérature sud-américaine, faut aller sur son blog. L'escalier des aveugles, Ouais. ouais, qui est incontournable. Et du coup, je me dis, bon, génial. Du coup, je contacte le Grand Os et je découvre en fait Quoi faire. Et on me dit, tu vas voir, Quoi faire, c'est génial. Et effectivement, c'est encore plus jouissif que Merci, qui est plus intérieur, puisque c'est un conte philosophique très sombre finalement. Et là, Quoi faire, c'est du pur délire. On est en fait sur 49 petits tableaux, où on a 2 personnages, donc le narrateur et son pote Aurelio. Alberto. Alberto. Aurelio, c'est l'éditeur. Aurelio, c'est l'éditeur. Donc Aurelio, c'est mon pote. Donc, et donc sur son pote, avec son pote Alberto. Et donc c'est 49 en fait surgissements quoi, dans des univers complètement délirants. Ça commence généralement, Alberto et moi sommes dans une université anglaise. Et là, ça commence à partir en live. Alors, d'un passage à l'autre, ça va commencer comme ça, ou alors ça va filer le rêve dans lequel ils sont. On ne sait pas tellement s'ils sont dans un rêve, dans une dimension parallèle, s'ils sont sous substance, sous influence, autrement dit, comme on disait tout à l'heure. On ne sait pas trop ce qui se passe. Toutes les théories sont ébauchées, tout est pratiqué, je crois, on s'en fiche finalement. Ce qui est intéressant, c'est finalement cette façon d'écrire complètement jouissive. Cachadjian, c'est un sacré personnage aussi, dans la mesure où il était assez jeune, il avait la quarantaine à peine, donc c'est super jeune. Et donc, il a écrit déjà 5-6 bouquins, dont l'Aleph Engorgado, donc l'Aleph augmenté, donc le bouquin de Borges, mais en mode augmenté, quoi. Donc le mec, il n'hésite pas à arriver chez Borges, à dire ça, c'est un univers qui a été créé pour les lecteurs, donc j'arrive, je pose mes meubles, je pousse et tout, comme je disais tout à l'heure, c'est génial, et là, sauf qu'il y a la veuve de Borges qui lui était fait un planquée procès. dans un placard, qui sort et qui hop, hop, hop. Et donc, il risque la prison, quoi.
Et le mec, il s'en fiche, il continue, il Voilà. dit bah non. C'est toujours pas traduit ça, mais Et c'est toujours pas traduit encore. Par contre, ce qui est traduit, il y a Merci, et donc ce premier volet du triptyque sur la liberté, donc qui prône. Et il n'y a y pas de va, quoi. troisième dans le triptyque. Il hein. n'y a C'est pas de troisième un pour triptyque l'instant. où il y a deux livres. Mais je crois que c'est pas incohérent dans la mesure où on est dans l'absurde et où des fois des démonstrations qui fonctionnent justement en diptyque on se retrouve sur une. Enfin, dans tous les sens. En gros, ça parle aussi beaucoup. C'est quand même un livre qui est sous couvert d'absurde et ce côté, on saute d'un monde à Ouais. l'autre, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Ça parle aussi finalement, enfin voilà, c'est un livre qui est éminemment philosophique, sous couvert de procédés et qui parle aussi de la guerre parce qu'il y a une phrase qui revient souvent qui est la guerre est un état nerveux. Et voilà, donc c'est une façon assez drôle en fait de parler de quelque chose de moins drôle. Ouais. Et voilà, c'est un livre qui fait réfléchir puis et beaucoup rire surtout. Ouais. Enfin, les deux quoi. Mais c'est vrai que dans les choses, en fait, les questions qu'il pose, c'est vrai que sous couvert d'absurde et tout, parce que l'écriture est jouissive, mais derrière, c'est vraiment hyper dense. Et il y a un autre auteur argentin qui est Juan Rossesaer, je prononce très mal, mais et qui a écrit Glose, et donc finalement, dont le préfacier dit qu'il lui économise 20 volumes de philosophie. Je sais plus comment il exprime ça, enfin bref. Il Et va dire Gloss, ça t'évite de lire 20 livres de philo, ouais, C'est mais ça. bon, ça, si tu lis ça, Et t'as ça, pas besoin de lire, à mon avis, c'est un ouvrage qu'on t'as pas garde besoin de lire Gloss. toute sa vie et qui effectivement contient 20 bouquins de philosophie et qui part sur en fait les 3 questions de Kant qui sont finalement que puis-je savoir, que puis-je faire et que puis-je espérer. En fait, autant Merci, c'est plutôt la dialectique du maître et de l'esclave, là c'est vraiment les questions kantiennes. Et le problème des personnages, c'est qu'ils savent jamais où ils sont, ni ce qui s'est passé avant, ni où ils vont, et du coup ils savent pas quoi faire, quoi. Et c'est vraiment le sujet du livre. Et donc il y a des questions très graves, c'est la guerre est un état nerveux, comment échapper à la guerre, tout d'un coup ils sont des terroristes, nous sommes des terroristes, mais comment faire pour ne pas être des terroristes, et ou encore d'autres questions très métaphysiques du genre qu'allons-nous faire de nos mains quand nous n'aurons plus de tête. Voilà, ce genre de choses qui sont quand même qui peuvent donner quelques réponses au quotidien, ça peut servir. Donc voilà, donc c'est un bouquin vraiment génial que je vous conseille vraiment. Voilà. C'est le bouquin qu'il faut avoir. Et les autres aussi, il faut les avoir. Tous. Donc, Alberto et moi donnons un cours dans une salle de classe d'une université anglaise lorsqu'un étudiant nous apostrophe sur un ton agressif. Lorsque les philosophes parlent, ce qu'ils disent est-il vrai ou bien s'agit-il d'un double? N'ayant pas compris la question, nous nous regardons, Alberto et moi, un peu nerveux. Alberto réagit le premier. Il s'avance et lui répond qu'il est impossible de le savoir. L'étudiant, mécontent de la réponse, se lève. Il mesure 2,5 m. Puis il s'approche d'Alberto, l'attrape par le col et commence à l'ingurgiter. Les étudiants et moi, quoique parfaitement conscients du danger, nous nous mettons à rire. Tandis qu'à demi-plongé dans la bouche de l'étudiant, Alberto, riant lui aussi, dit « Ça va, ça va ». Après ça, nous nous retrouvons dans un square. Un vieux est en train de donner à manger à une dizaine de pigeons. Alberto s'approche de lui, mais un sentiment me pousse à l'en dissuader. Toutefois, pour une raison ou pour une autre, je ne peux rien faire. Alberto et moi avons les poches remplies de beurre froid. Voilà. Il fait tellement chaud que nous craignons que le beurre commence à fondre et abîme nos vêtements. Donc voilà, je disais des problèmes quotidiens. Nous nous mettons à courir sur un chemin qui ressemble à un pré couvert de quelque chose comme des fruits secs, et nous entrons dans une maison habitée par une vieille. La vieille me montre du doigt et Alberto me dit « Ta tête grossit ». Je me regarde dans un miroir et constate que ma tête est en train de grossir. Mais l'effet en réalité, c'est que tout rétrécit sauf ma tête, qui conserve sa taille normale. Alberto me tend une paire de ciseaux et j'essaie de me couper les cheveux pour empêcher ma tête de continuer à pousser. Mais rien n'y fait. La situation empire et devient de plus en plus confuse. À ce moment-là, je me rends compte que si tout va mal, c'est à cause de la vieille qui n'arrête pas de crier, ce qui nous rend nerveux. Je suggère alors à Alberto, pour la faire taire, de lui mettre un vieux chiffon dans la bouche. Alberto trouve pas de chiffon, à la place il trouve de la vieille mousseline qu'il lui met dans la bouche. Mais la mousseline agit de telle façon qu'à présent ce ne sont plus des cris qui sortent de la bouche de la vieille, mais une merveilleuse mélodie qui enchante la forêt tout entière. À ce moment-là, nous découvrons que nous étions et que nous sommes en fait dans une forêt. Nous quittons les lieux et la vieille pour nous retrouver dans une université anglaise. Mais cette fois en tant qu'élèves. Cependant, nous sommes aussi les professeurs. Et ce qui est terrible, c'est qu'en tant que spectateurs de nos propres disputes au sujet de l'emploi, nous nous rendons compte à quel point nous sommes fatigués de nous-mêmes. Chacun fatigué de soi-même. La dispute s'interrompt lorsqu'un individu au faciès étrange nous fait remarquer que nous ne pourrons pas parler si nous continuons à garder la bouche fermée. Or, nous sommes en train de parler et nos bouches ne sont pas fermées. Ce qui nous amène à la conclusion
que la remarque de cet individu est un piège. Son objectif est de nous inciter à protester contre l'erreur manifeste de l'observation. Nous décidons donc de ne pas protester, et c'est là que nous comprenons que le piège était plus subtil. Le fait de ne pas protester nous oblige à fermer la bouche, et dès lors que l'individu réitère sa remarque, nous ne pouvons plus protester, car désormais celle-ci est vraie. Nous sommes sur un bateau, d'où l'on aperçoit au loin une île qu'Alberto voudrait rejoindre. Il me dit « Sur cette île, il y a tout !» Nous remarquons soudain que le bateau, qui en même temps est un pont, est rempli d'obèses morts. Alberto me dit « Ils sont morts, mais c'est à cause d'un problème de surpoids. » Je lui demande interloqué ce qu'il veut dire par « mais ». Alberto, un peu gêné, m'envoie promener, m'invitant à me taire d'un geste de la main, occupé qu'il est à scruter l'île, à répéter « Là-bas, il y a tout !» Alberto veut plonger, mais j'ai une meilleure idée que je lui soumets. Comme le bateau est aussi un pont, il peut nous mener jusqu'à l'île. Mais la scène se dissipe et nous nous retrouvons dans les toilettes d'une université anglaise, qui sont à la fois les toilettes d'une discothèque et la cuisine d'une église. Cette triple condition est pour nous une certitude. Alberto veut sortir dans la rue, mais quelque chose nous retient. Une vieille est en train de préparer une soupe fumante et alors que nous nous approchons pour jeter un coup d'œil dans la casserole, survient une espèce de censure qui nous fait penser à un vieux chiffon. Et là, un élève très grand nous dit « Le problème, c'est que la maille du chiffon est vieille, elle ne laisse voir que la moitié des choses. » Et comme si les paroles de l'élève devaient s'accomplir, nous ne voyons plus soudain que la moitié des choses qui nous entourent. Alberto me dit « Tout est là, mais on n'en voit seulement que la moitié. » S'ensuit une dispute entre Alberto et moi, d'un côté, et plusieurs élèves d'université anglaise de l'autre, sur le thème « Comment pourrait-on savoir si ce que l'on voit correspond à la moitié de quelque chose, autrement dit, s'il ne s'agit pas simplement d'une chose entière qui revêt l'apparence d'une moitié de quelque chose. » Alberto et moi voulons croire que la moitié est occultée, mais d'une certaine manière disponible. Les élèves disent que ce ne sont là qu'apparences de moitié qui en réalité sont des choses entières, non des moitiés. Nous arrivons à la conclusion suivante. Qu'il s'agisse de moitié, de quelque chose ou de choses entières, le fait qu'elles se représentent comme moitié suffit à justifier l'existence de l'autre moitié. Cette conclusion nous remplit de joie. La suite se déroule dans une ambiance de fête qui s'interrompt lorsque nous remarquons que les élèves continuent de se disputer à propos du type d'existence de la moitié invisible. Voilà. Ouais, non, c'est vraiment, c'est cool qu'elle soit bien. Du coup, moi, je vais parler d'un livre juste après qui est pas du tout drôle. Donc, mais qui parle d'île aussi. Et, non, ça va pas trop plomber l'ambiance. Non. C'est une nouvelle de David Lawrence qui s'appelle L'homme qui aimait les îles et qui est une nouvelle parue de façon posthume qu'il a écrit peu de temps avant sa mort. Donc Lawrence, on le connaît surtout pour L'amant de Lady Chatterley et voilà, qui est un livre que j'avais beaucoup aimé, mais qui en fait est vraiment l'arbre qui masque la forêt, parce que Lawrence a écrit plein d'autres choses qui sont très différentes et qui sont très bien aussi, notamment tout un rapport très mystique à la nature. Et il est obsédé toute sa vie par l'idée de communauté, d'utopie. Et voilà, ça vraiment, ça c'est assez significatif de ça, L'homme qui aimait les îles. Parce que voilà, Lawrence, il a toute cette espèce de mystique sexuel ou de culte du phallus, un peu comme l'hindouisme révère le lingam en Inde. Donc ce qui fait qu'il avait beau être contemporain de Woolf, ils avaient beaucoup d'amis en commun. Elle a jamais trop voulu s'intéresser à son œuvre, parce que voilà, pour cause, c'était pas trop son truc. Mais ceci dit, lui, il a failli plusieurs fois fonder une communauté utopique qui s'appelle Rananim, avec Catherine Mansfield et Otto-Lynn Morel, qui étaient des grandes amies de Woolf. Donc, comme quoi, c'est pas incompatible. Et enfin bref, tout ça pour dire que L'homme qui aimait les îles, c'est l'histoire d'un type qui vit sur une grande île. Donc on suppose que voilà, ça pourrait être l'Angleterre comme une autre. Et qui ça suffit pas, en fait, il a envie de vivre vraiment sur une île plus petite. Donc il acquiert une île plus petite, où il a une communauté, quelques personnes, mais qui en fait c'est pas vraiment une communauté, c'est plutôt des domestiques qu'il fait venir de façon très artificielle sur cette île. Et évidemment, c'est voué à l'échec. Donc, c'est un livre en 3 parties comme un conte. Et en fait, dans chacune des parties, l'île rétrécit. Ça va être une île de plus en plus petite. Et c'est une espèce de fantasme absolu de la solitude et de l'homme, en fait, comme une île, et de l'homme qui est toujours isolé, en fait, du monde qui l'entoure. Donc, c'est pas forcément très gai, mais c'est assez intéressant. Et puis, voilà, c'est une façon de découvrir Lawrence autrement. En plus, c'est une traduction qui
qui est inédite, qui est sortie à l'Arbre Vengeur, et voilà, je trouve toujours ça sympa, ces éditeurs qui éditent soit des textes inédits, soit des nouvelles, des novellas, et qui permettent de découvrir des auteurs classiques autrement que par les classiques, quoi. C'est une bonne façon de redécouvrir quelque chose qu'on croyait connaître, ou qu'on vous n'avez pas forcément envie de connaître. Donc, ouais, je vais vous lire un petit passage que j'aime bien. C'est dans la troisième île, où il n'y a plus personne. C'est vraiment la solitude absolue, et c'est un peu comme si pour lui c'était pas vraiment une île jusqu'ici tant qu'il n'était pas tout seul en fait sur l'île. Il était tout de suite saisi de frayeur quand il voyait le bateau à vapeur se rapprocher, et son cœur cessait presque de battre à l'idée qu'il pût accoster et l'importuner. Il le regardait passer avec anxiété et ne se sentait vraiment soulagé, de nouveau lui-même, que lorsque le bateau était hors de vue. L'inquiétude suscitée par une éventuelle visite était insupportable. Il n'en voulait pas. Il ne voulait pas entendre de voix. Il était bouleversé par le son de la sienne, si par inadvertance il parlait au chat. Il se reprochait d'avoir troublé le grand silence. Et il était agacé quand son chat le regardait en miaulant doucement, plaintivement. Il lui faisait les gros yeux. Et le chat comprenait. Il était en train de devenir sauvage et allait se cacher derrière les rochers, peut-être pour attraper des poissons. Mais ce dont il avait le plus horreur, c'était quand l'un des moutons ouvrait la bouche et poussait son bêlement rauque et chevrotant. Il le regardait et le trouvait hideux et répugnant. Il en vient à voir les moutons en horreur. Il voulait seulement entendre le murmure de la mer et les cris stridents des mouettes, cris qui lui parvenaient d'un autre monde. Et par-dessus tout, le grand silence. Il décida de se débarrasser des moutons quand le bateau viendrait. Ils étaient habitués à lui maintenant, et le fixaient de leurs yeux jaunes ou incolores avec une insolence qui était presque ridicule. Ils avaient un air froidement indécent. Il les avait en horreur. Et lorsqu'ils sautaient des rochers en faisant des bonds saccadés, que leurs sabots claquaient d'un bruit sec et aigu et que leur laine retombait sur leur dos carré, il les trouvait repoussants et méprisables. Le beau temps s'en alla, et il se mit à pleuvoir toute la journée. Il passait beaucoup de temps allongé sur son lit, à écouter l'eau qui gouttait du toit dans la citerne en zinc, et à regarder par la porte ouverte la pluie, les rochers sombres, la mer cachée. Beaucoup de mouettes venaient sur l'île maintenant, beaucoup d'oiseaux marins de toutes sortes. C'était un autre monde plein de vie. Il n'avait jamais vu la plupart de ces oiseaux, auparavant. Son vieil instinct lui revint et il eut envie de faire venir un livre pour chercher leur nom. Dans un éclair de l'ancienne passion qui le poussait à connaître le nom de tout ce qu'il voyait, il décida même d'aller à la rame jusqu'au bateau à vapeur, le nom de ces oiseaux. Il voulait le savoir, sinon il ne pouvait se les approprier. Ils n'étaient pas tout à fait vivants pour lui. Mais l'envie lui passa. Il se contenta de regarder les oiseaux tournoyer ou piéter autour de lui. Il les regardait vaguement, sans les distinguer. Il n'avait plus aucun intérêt pour rien, sauf pour une mouette. Un grand et bel oiseau qui allait et venait sans cesse devant la porte ouverte de sa cabane, comme si elle était chargée d'une mission. Elle était gris-perle, grosse, et ses rondeurs étaient aussi douces et belles que celles d'une perle. Seules les ailes repliées avaient des rémiges noires, sur lesquelles 3 taches blanches très distinctes formaient un motif. L'insulaire était très intrigué par la présence de ce petit ornement sur cet oiseau venu des mers froides et lointaines. Et tandis que la mouette allait et venait sans cesse devant la cabane, se pavanant sur ses pattes d'un doré cendré clair, gardant en l'air son bec jaune pâle recourbé à l'extrémité, avec une importance bizarre et inconnue, l'homme songeait à elle. Elle était un signe, un mauvais présage. Puis l'oiseau ne vint plus. L'île que les oiseaux de mer avaient emplie de l'éclat, du battement et du claquement de leurs ailes, de leurs cris sinistres qui déchiraient l'air, devint à nouveau déserte. Il ne restait plus posé sur les rochers et la tourbe comme des œufs animés qui tournaient la tête, mais ne s'envolaient pas à son approche. Il ne courait plus dans les tourbières au milieu des moutons pour ensuite s'élever lourdement. La multitude était partie, mais certains restaient, toujours. Voilà, donc là, c'est un passage qui montre à la fois ce désir de solitude absolue et puis de rejet de tout ce qui, voilà, de tout ce qui n'est pas lui, en fait, de tout ce qui est autre, et puis en même temps une espèce de
de fascination pour la nature et pour la mer que je trouve vraiment très belle et qui est récurrente dans les livres de Lawrence. Quand même dans l'Amant de Chatterley, il y avait déjà des très belles descriptions de la campagne, de la nature, et c'est vraiment quelque chose qui marque son œuvre et là, qui vraiment mérite d'être découvert, je trouve. Non, enfin, il y aura plein de choses à dire. Ouais. Ça fait écho à beaucoup de choses. Mm, mm. Du nature writing. Moi, ça m'a fait penser à des choses, évidemment, des réflexions sur l'utopie, sur les communautés, puisque cet été, en plus, on a fait un tour de France, on a vécu. Non, le Tour de France par le sud, mais c'est un tour. Voilà. Tour de France, il ne sillonne pas de long là. Ah bon. Non, mais bon, un C'est- bref Tour de France. C'est vrai. On a fait le trajet. ça Et pourrait- on l'a pas fait complètement parce qu'en fait, on s'est Voilà. un tour en France. Et on s'est arrêté 2 semaines dans une communauté. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était justement de voir l'évolution entre les communautés. C'est un truc que j'avais étudié aussi quand j'avais bossé sur l'utopie, entre communautés des années 70 qui étaient des communautés d'esprit aussi, ou en tout cas qui cherchent à l'aide, qui ont fini finalement souvent à cause, ou en tout cas, on va dire à cause de l'individualisme, mais enfin un tas de facteurs. Et aujourd'hui, en fait, on a des communautés qui sont effectivement toujours Plutôt là, des agrégats des agrégats d'individus que d'individus, ouais. des volontés de communauté. et où on retrouve finalement le même problème et les mêmes choses qui se posent toujours. C'est finalement où trouver le bon équilibre avec ses contemporains, à quel moment on les fuit, etc. Des choses qu'on retrouve Ouais. même dans Un homme qui dort Mm. de Pérec, où finalement c'est un roman sur l'indifférence, quoi. Finalement, j'ai retrouvé la même phrase où finalement l'auteur dit il n'ouvre plus son courrier, il Ouais, fuit les gens, et finalement un c'est retour ça. à. C'est d'une volonté de communauté, une espèce en fait plutôt de volonté de solitude, et c'est un mélange à la fois d'égocentrisme et de retour à la nature. Et voilà, c'est plus une question qu'une réponse quand même. La fin qu'on va pas vous révéler pose plus de questions que de réponses. Ouais, voilà, Ouais. c'est finalement un rejet du monde. Je vais aller créer mon monde, et finalement Ouais, c'est un monde qui se réduit. c'est un leurre finalement. Donc il y a toute une réflexion autour de ça qui peut être aussi développée. Donc c'est aussi un chouette petit livre de chevet finalement. C'est assez simple, puis il y a tout ce côté conte qui est Ouais. mais sur un récit assez classique. Ouais, j'ai bien aimé aussi. En fait, ouais, ce qu'on n'a pas dit, ou ce qui apparaît peut-être, c'est qu'on a en fait lu quand on Oui. n'avait pas encore lu les livres de l'autre, du coup on s'y est mis, quoi. Donc Ouais. on a lu tous les livres tous les deux. Voilà. Donc, c'est intéressant. Ah, tu veux peut-être parler de celui-là? Ouais. Donc Monsieur Belleville de Thibaut Amorfini. Donc là, on retour à la ville, donc la civilisation. Il y a donc là encore un très beau travail d'édition chez L'Œil d'Or. Donc on parlait tout à l'heure de la mise en avant ou de la remise en avant de certains auteurs. L'Œil d'Or fait un sacré boulot aussi dans ce sens-là. Je pense à Mark Twain parce que je l'ai lu. Ils vont ressortir. J'ai appris tout à l'heure aussi d'autres Mark Twain, puisqu'on continue. Mais il y a d'autres auteurs que je vous invite à découvrir. Il y a un très beau catalogue, quoi, vraiment, là encore. En plus, j'adore la couverture. Et c'est un texte que j'ai découvert, en fait, enfin un des textes, on l'a découvert à la librairie éphémère qui s'est tenue à la Saint-Pierre il y a un an, donc qui permettait justement de découvrir ce genre d'édition qu'on voit pas partout, donc je suis content aussi, on est content de retrouver ici. Ça pour dire juste, c'est un texte Ouais. confidentiel dans le catalogue d'un éditeur confidentiel. Ouais, C'est ça. ça. Vraiment le trouver, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis rentré en disant tiens, est-ce qu'il est disponible? Alors, le réflexe pas bon de libraire qui n'a pas Electre, c'est ah, tiens, je vais aller voir sur Amazon. Et là, je contacte Maison en disant ah, vous l'avez plus, apparemment, il est épuisé parce que je le vois sur le site, je le vois pas. Non, mais en fait, évidemment, on bosse pas avec Amazon. Et tant mieux. Et bah oui. Et là, j'avais un peu honte. Voilà. Donc maintenant, c'est enregistré, donc si on peut couper au montage. Voilà. Et donc, Monsieur Belleville, donc, de Thibaut Amorfini, c'est un texte en fait écrit pour la scène, puisque Thibaut, c'est son premier texte. Moi, je Son trouve premier ça texte publié. écrit et publié. Écrit Il en et écrit publié. d'autres, mais exclusivement pour le théâtre Voilà, avant. et qui n'ont pas été publiés avant. Donc, il a été joué ce texte. Il est très beau et il montre ce qu'on peut faire en fait avec la ville, ce qu'on peut faire avec le quartier, au sens, tous les sens du terme, ce la qu'on peut rue. faire avec la rue. En l'occurrence, et vraiment avec cette poésie urbaine, quoi, qui va utiliser tous les supports.
Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a des vidéos qui accompagnent le spectacle, dont on a, bon là, on va pas très bien voir, mais voilà, il y a toute une scénographie qui existe, et qui est détaillée, avec des explications du plan, voilà, séquence vidéo, octobre 00, plan de référence du mois d'octobre, toile de fond, lieu, etc. Donc il y a une mise en situation, en contexte, donc c'est un petit road movie en fait, une tentative, on va dire, d'épuisement d'un lieu qui est Belleville. Et l'exercice est vraiment la transe est transdisciplinaire, pluridisciplinaire, puisqu'il fait intervenir la vidéo, mais aussi la lecture évidemment. Et il y a beaucoup de références à des œuvres en fait très connues, volontairement, non pas dans une, comme le dit la très belle préface, une perspective postmoderne, c'est un peu plus que ça, puisqu'il les réutilise, c'est plus du détournement Ouais, il y a qu'autre pas mal de chose. citations très classiques, en fait, des phrases qu'on connaît, qu'on a déjà lues quelque part, qui font partie des classiques et Ouais, qui glissent, mais c'est plus des clins d'œil qu'autre chose, en fait. Et du coup, t'as comme un ouais. rythme, ça va assez vite. Et voilà, enfin, ça fait écho et c'est un peu comme si on voyait ce qui est dit dans la préface aussi, comme si tu voyais des graphes sur les murs en passant, en allant très très vite Voilà. dans la rue, quoi. Mais c'est vrai que ça, ce principe de la citation et du détournement, on aime beaucoup. Moi, je sais que je le fais assez régulièrement. On s'est prêté, on a poussé l'exercice à fond. Si vous allez voir le petit manifeste sur l'entre de l'ogre, justement avec des tas de phrases qui nous venaient spontanément, qu'on connaissait par cœur, de textes très très connus, en tout cas qu'on connaissait vraiment, qui nous parlent. Donc voilà, et ça c'est un truc qu'on adore. Et donc en fait, Monsieur Belleville, c'est une histoire de Belleville en quelque sorte, une déambulation sur 12 mois de l'année. Donc on a les 4 saisons, 4 grandes parties qui sont les saisons, donc avec les 12 mois de l'année. Et à chaque fois, ça commence par on va acquérir les nouvelles du monde auprès du kiosquier. Donc il y a le côté quotidien du kiosquier, il y a aussi les nouvelles du monde. Mais les nouvelles du monde sont évidemment pas celles de l'année où Thibaut écrit, qui est 2014, c'est ça. Mais ça peut se référer à 2001, comme on va le voir, ouais, au 11 septembre, comme à, je sais pas, au tsunami, etc. Des choses qui sont devenues eux-mêmes presque des archétypes, quoi. Et donc on va voir ça, et on va rencontrer donc ces événements, on va rencontrer ces lieux qui sont ceux de Belleville avec les vrais noms, on va rencontrer des personnages qui existent, et des personnages qui sont aussi parfois Des archétypaux, personnalités de Belleville aussi, des qui sont personnalités, dedans. voilà, comme Prick, qui était un illustre inconnu, mais poète, vraiment, que j'aurais bien voulu du coup connaître de son vivant, parce que ça avait l'air aussi d'être un personnage en soi. Donc il y a vraiment tout un tas de choses très belles. C'est un livre aussi très dur, puisque en fait on parlait de ce qu'on peut faire de la rue, mais il y a un réel derrière tout ça. Il y a quelque chose de très dur, donc on va rencontrer des loulous, comme ils les appellent. On va rencontrer une braqueuse, qui finalement est le passage le plus dur, finalement. C'est pas si violent, en même temps si, quoi. Ne spoil pas. Je spoil pas plus. C'est vraiment un très très beau livre. Et pour finir un peu la présentation avant une lecture qui sera un peu, voilà. Il y a, dans la préface, il y a une triple préface quasi. Il y a tout un travail, c'est bien chez Leydor, il y a tout ce travail aussi de préface. Et donc en fait, Daciano, l'éditeur, dit que La Marche est la dernière demeure de ceux qui résistent. J'ai trouvé ça très beau et cette année très parlant par rapport aux migrants évidemment, par rapport aux manifestations, par rapport à un tas de choses. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où je trouve que c'est ça très très juste, quoi. Et surtout que c'est difficile de marcher, comme on peut le voir tous les jours. C'est finalement une démarche presque politique, quoi, qui est de se réapproprier les lieux. Et c'est ce qui se passe là dans Monsieur Belleville. L'auteur se réapproprie les lieux et nous les offre et nous dit réappropriez-vous aussi les lieux, quoi. Et c'est ce qu'on va voir. Septembre. Je demande le journal au gars, au pied de l'église du Jourdain. Il faut prendre des nouvelles du monde. 2 avions percutés 2 tours en plein Manhattan. Mois de septembre. Les gens à mort sur renouveau. La ville n'écoute rien. La nature tombe. Les feuilles sont comme des larmes qui coulent le long des trottoirs. C'est la première saison de l'année scolaire. L'éternel retour, le début du cycle. Les gens passent. Je marche dans la rue de Belleville, dans le sens de la montée. Je me promène, je flâne. Nous sommes le 23 septembre. Il est 19h19 à ma montre à peu près. Le ciel est entre chien et loup, dernier rayon de soleil, l'instant où l'on remet sa veste que l'on a portée toute la journée sur le bras. J'arrive sur la place Fréhel.
au niveau de culture rapide, le bar où je viens de temps en temps pour écouter du slam. Côté 20e, c'est-à-dire du côté des numéros pairs de la rue. Je suis là, tranquille, rien à faire comme d'habitude. Mais il y a un type là, lui, un homme étrange, en train de remonter la pente, enfin je veux dire la rue. Il est différent des autres passants. Pourtant personne ne le regarde. Il a l'air d'un fric, mais pas d'un fric fou qui crie, ni d'un prophète mégalo, pas du tout. Lui, il est déterminé, plus que la rue tout entière. Il a les bras en l'air, la paume des mains vers le ciel, comme ceci. Il marche, le regard vers l'horizon, déterminé. Il semble fatigué, des gouttes de sueur perlent sur son front. On dirait qu'il est dans un effort intense. Il monte, ou plutôt il escalade la rue. Il se rapproche de plus en plus, je suis en pleine curiosité. Les bras en l'air comme ça, je te dis. T'imagines? Ça paraît complètement fou. Il se rapproche, je le croise, devant la terrasse de culture rapide. Je lui dis « Hé mec, excuse-moi de te déranger. Vraiment, on le prend pas mal, mais je voudrais juste savoir ce que tu fais. » Le type s'arrête net, il me regarde droit dans les yeux, sans baisser les bras. Il a les yeux cernés, mais il est pas cernable. Il dit « Je suis le premier. » T'imagines le truc, j'arrête un type, les bras en l'air, comme s'il avait été pris en flag. Je lui demande ce qu'il fait, il me dit « Je suis le premier. » Premier de quoi? Je veux savoir. Peut-être qu'il appartient à un nouvel genre de secte, un truc du genre. Tu vois ce que je veux dire? Il dit « Le premier fils d'Atlas. » Là, je t'avoue, je suis un peu perdu. Je vois pas où il veut en venir, mais je lâche pas l'affaire, je continue à questionner parce qu'il m'intrigue. Il est plutôt du genre baraqué comme mec, il a pas l'air fin, il a pas l'air commode. Je pense même qu'il peut me foutre sur la gueule si je prononce pas le bon mot au bon moment. Tant pis, il faut que je sache. Je tente une question pertinente d'entrée, comme ça, un coup de bluff. Je lui dis « Si tu es le premier fils d'Atlas, qui est le second ?» Là, je peux te dire, je sens qu'il a aimé cette question. Pas si conne que ça, finalement. Mais sa réponse, tu vas voir, est stupéfiante. Il dit « Le second est en gestation. C'est toi. » Arnica Télécom, au 64 rue de Belleville. La vitrine de la modernité, il y a un tas de gens à l'intérieur. De la chair fraîche, apathique. Les gens sont assis, en rangées bien ordonnées, face à des ordinateurs, immobiles, statiques, le regard dans le vide. Ils sont comme morts. Je tape contre la vitre pour attirer leur attention, mais rien. Des avatars. Ce sont plus des gens, mais des avatars. Seul leur corps est venu pour mourir assis dans ces fauteuils. Je suis un lion en liberté, eux des humains en cage. Je te jure, faut que tu vois ça. Ils sont de dos. Je vois leurs écrans. La découverte du nouveau monde en plein centre de Belleville. Ils jouent en cyber-réseau. Quelle idée, je te jure. Jouer aux soldats pour exterminer d'autres avatars. D'autres jouent au poker autour d'une table qui n'existe pas. Un autre consulte des profils, sans doute un site de rencontre. La colère me monte. Je cogne de plus en plus fort contre la vitrine. Les avatars ou les humains robots me regardent enfin. Je crie « Je suis vivant, regardez-moi, je suis vivant !» Venez chasser la rencontre avec moi, devenez des lions comme moi, faisons une meute féroce. Regardez, je danse, venez danser la gigue avec moi. Nous allons invoquer la pluie comme des Indiens. Allez, devenez peau rouge, il est temps de redevenir homme. La pluie appelle la pluie, amenant de l'eau, afin de tout inonder. Déversons une pluie de mots, une pluie de salive. Venez que je vous serre dans mes bras, tous, venez renifler ma sueur, je vous lécherai avec ma peau. Faut-il que je vous crève les yeux pour que vous appreniez à regarder avec vos oreilles? Quoi? On me saisit encore une fois, par l'arrière de façon violente. Je tourne la tête. À ma stupéfaction, je vois deux humains, deux dompteurs de lions, en uniforme. Je leur dis malheur à ceux qui ne se regardent pas, malheur à ceux qui ne vivent pas dans ce monde, malheur à la rue sans rencontre, malheur à celui qui tue le hasard, malheur à la pluie sans goutte, malheur à la vie sans goût, malheur à l'amour sans passion, malheur au quotidien, malheur aux avatars, malheur à ceux qui ne regardent plus le ciel, malheur à moi. Lâchez-moi, je suis un lion, un animal sacré. J'essaie de mordre les dompteurs, j'ai donc qui claquent dans tous les sens comme ça. Les gens passent, et ils sont bien plus agiles que moi. Ils m'attachent les deux pattes avant avec des menottes, ils me portent jusqu'au camion, je me débat. Ils m'amènent au commissariat du quartier de Belleville, rue Ramponneau. Celui dont évite son tricolore bleu-blanc-rouge. On dirait un drapeau. À 17h17, à ma montre à peu près, je suis un lion qui a perdu sa liberté. En ville, les lions finissent toujours morts ou en cage. Pour conclure, parce que je crois qu'on est déjà au 8e. Donc voilà, on a fait original, on a voulu prendre j'ai voulu prendre une bande dessinée, un roman graphique je vous montre un peu parce j'aime beaucoup les dessins et ça ressort pas du tout à la lecture évidemment. Donc très beau, très belle BD de Zeina Abirached qui est sortie chez Cambourakis. Et Zeina Abirached, c'est une auteure libanaise qui est assez jeune, elle a la trentaine et qui a écrit pas mal autour de la guerre civile au Liban qu'elle a vécue durant son enfance et une bonne partie de son adolescence. Et qui a aussi sorti récemment un très belle BD chez Casterman qui s'appelle Le piano oriental, et là où elle parle de musique et de son grand-père qui a voulu faire traduire de la musique. C'est-à-dire comment adapter
un piano occidental à jouer de la musique orientale, ce qui est un défi. Et Zeina, elle a commencé à faire de la BD parce elle a d'abord voulu parler de sa rue, en fait, qui était une rue qui était coupée en deux par des sacs de sable pendant la guerre du Liban. Elle a toujours cru que c'était une impasse. Et un jour, elle se promène bien après la guerre dans Beyrouth. Elle prend une rue, elle se rend compte qu'elle arrive devant chez elle et qu'en fait c'est la rue Youssef Semani où elle habite et que c'était pas du tout une impasse, c'est juste qu'elle était en plein milieu enfin voilà, c'était la ligne de démarcation entre le Beyrouth Est et Beyrouth Ouest en fait, sa rue. Donc ça l'a beaucoup interrogée et suite à ça, elle a vu un documentaire de Lina qui se passe dans sa rue et en fait elle voit une femme qui dit bah oui c'est un quartier difficile, il y a plus d'autobus, etc. Enfin, on est un peu isolé, plus personne veut s'approcher de notre quartier parce que c'est une zone de combat, juste derrière les sacs de sable il y a les snipers, mais c'est un quartier où les gens continuent à vivre en fait, et elle se rend compte que cette femme c'est sa grand-mère, et c'était filmé l'année où elle avait 1 an, et là elle s'est dit bah faut vraiment que je fasse quelque chose et que je raconte, et donc voilà, elle a raconté sa rue, elle raconte son immeuble dans un très beau livre qui est dépliant, il y a une fenêtre par étage et par appartement. Elle a fait carrément, donc ça c'était la rue, son immeuble, après elle a fait son appartement. Voilà, donc la vie d'une famille réduite à un appartement dans Mourir, Partir, Revenir, le jeu des hirondelles, qui est, avant le piano oriental, c'était son titre le plus connu. Et celui-ci, moi, je pense que c'est celui que je préfère. Enfin, je suis sûre, même, c'est Je me souviens, où elle reprend l'exercice de Pérec, une numération de Je me souviens, qui veut marquer à la fois ses propres souvenirs et puis essayer de cerner une époque. Et elle essaye de cerner justement cette époque de son enfance et son adolescence. Et ce qui est super beau, à la fois très drôle et très touchant, c'est que, bon, c'est sûr, elle va parler de la guerre civile, mais en fait, elle parle aussi beaucoup de son enfance et des trucs de son enfance, comment elle se rappelle que les Kit Kat avaient 3 emballages, etc. Et il y a une espèce d'alternance entre quelque chose de vraiment dramatique et de vraiment grave, en fait, et le quotidien d'une petite fille, et qui est reproduit avec beaucoup d'humour, vraiment très drôle, et beaucoup de légèreté et de tendresse en fait envers la petite fille qu'elle était. Et ça fait quelque chose de très touchant. Voilà. La fin, la fin, j'ai pas du tout spoilé, mais ça se passe il y a en 2006 pendant la nouvelle guerre, qu'il y a eu au Liban en 2006. Elle est à Paris, et cette fois-ci le Je me souviens est actuel. Il est juste avant la parution du livre, et c'est sa famille qui est au Liban. Et Je me souviens, ça prend un sens tout à fait différent. Et voilà, moi, ça me fait à la fois des fous rires et des frissons à chaque fois que je le lis. Et c'est un livre dans lequel j'aime bien me replonger, ne serait-ce que pour lire 1 ou 2 pages. Et ça va pas forcément ressortir à la lecture, mais on a souvent la différence entre les Je me souviens qui sont dans les phylactères et la vie du quotidien dans des cases. Et ça fait un espèce de contraste qui est super juste et qui vraiment crée quelque chose d'étonnant et d'assez unique. Voilà. Vraiment, enfin, c'est une super auteure, Zeina. Enfin, je vous conseille vraiment tous ses livres, et celui-là est sympa parce qu'il est assez court et puis qu'on peut y revenir, on peut y piocher comme on veut, et on y trouve toujours quelque chose. Donc là, par exemple, c'est son père écoute la chevauchée des Valkyries, et on voit derrière les hélicoptères qui passent. Je me souviens que pendant la guerre, mon père avait pris l'habitude d'écouter la musique très fort. Je me souviens que j'ai toujours pensé que s'il écoutait la musique si fort, c'était pour couvrir le chaos de l'extérieur. Mais quand la guerre s'est tue, il a continué à écouter sa musique très très fort. Et je me souviens que pour la première fois, les voisins se sont plaints. Alors, il s'est acheté un casque. Je me souviens que mon frère collectionnait les éclats d'obus. S'il te plaît, avec moi il ne craint rien. Et puis le cessez-le-feu va durer un moment. Bon, mais ne vous éloignez pas. Et soyez ici à l'heure du déjeuner. Regarde celui-là. Et celui-là. Oh, comme il est beau! Bonjour, monsieur Georges. Ah, comment va la jeunesse? Je vous dépose quelque part? Non merci, on se promène. On cherche des éclats d'obus. Ah, pour ma collection. Ah, je sais où vous pourrez en trouver de beaux. Ah bon? Mais oui. Un obus a détruit l'immeuble des Kayats cette nuit. Je les ai déposés au port de Djounieh ce matin. Ah, ils ont tout perdu. L'immeuble est en ruine. Enfin. Je crois qu'il y a malheureusement de quoi enrichir ta collection, petit.
Je me souviens qu'après chaque promenade avec Choukri, mon frère étalait d'abord son butin sur la table du salon, puis le rangeait dans un panier que ma mère lui avait donné. « Qu'est-ce que tu fais? On va déjeuner, tu viens? Hein? Rien. »« Oui, oui. » Je me souviens que c'était l'époque où j'avais pris l'habitude de laisser mon sac à dos près de mon lit la nuit. Dans ce sac à dos, j'avais préparé tout ce que je voulais emporter avec moi si on devait fuir. Un carnet, une petite lampe de poche Rayovac, un crayon, des piles, mon Tintin et le trésor de Rackham Rouge, des photos, mon Bill en peluche, mon Walkman, ma cassette Rubber Soul des Beatles, des chewing-gum chiclets jaunes et mon livre Jonathan Livingstone le Goéland. Je me souviens que pour faire un bateau en papier, il faut... Et je me souviens du bateau qu'on a pris en 1989 pour aller à Chypre. Cette année-là, beaucoup de Libanais se sont réfugiés à Lanarka, qui est à quelques heures en bateau du port de Jounier. Je me souviens que c'était un très grand bateau et qu'il a fallu y accéder en Zodiac. Je me souviens que j'avais mon sac à dos sur les épaules. Voilà. Donc c'est à la fois terrible et en même temps souvent drôle avec le petit frère moi, qui fait la collection des éclats d'obus. Enfin c'est juste complètement dingue et c'est tout comme ça quoi. Et, c'est vraiment un super livre et une fille qui est vraiment à découvrir pour ceux qui la connaissaient pas. Je pense qu'on a fait le tour des 8. Un très grand merci pour cette super sélection. Alors comme on le dit toute l'année en fait chez Carib, Noël approche, donc n'hésitez pas à acheter en fait ce livre pour vos proches et vos moins proches également, dont les anniversaires sont certainement bientôt. Et pensez que par rapport à tous ces cadeaux un peu convenus parfois qui peut arriver, à ce sourire légèrement incrédule qu'ils auront en fait quand vous leur ouvrirez ces livres, qui est un peu priceless en fait. Donc surtout, n'hésitez pas. Et merci beaucoup à Lou et Eric pour vraiment cette passion communicative à la fois très émouvante et très intelligente en fait autour des livres et qui nous fait très plaisir. Bah merci. Merci. On va sortir quelques bouteilles. On voulait remercier aussi pour cet accueil et pour la présence du public et pour ce travail de prescription aussi qui est très présent ici et qui fait vraiment la différence. Quoi. Ouais. Merci. Merci.